Alors, bonsoir à toutes et à tous. Nous voici réunis au moment où les agendas s'emplissent et où la réalité peut nous rattraper parfois. Mais avant de se plonger dans ce grand tourbillon, nous ouvrons une petite parenthèse. Une fois n'est pas coutume, ce soir, ce sont les éditeurs qui vont vous parler, une sorte de halte un petit peu lumineuse où les mots vont prendre le pas sur le tumulte, où les voix des écrivains et de leurs éditeurs nous guident souvent vers d'autres horizons. Alors ce soir, pour la 398e rencontre Lille, nous allons célébrer une rentrée littéraire singulière, comme nous l'avons fait dimanche avec 7 autres éditeurs. Un petit peu moins foisonnante, peut-être, un petit peu plus respirable, plus attentive, puisque ce soir, vous verrez des éditeurs qui vous présenteront un ou deux textes, ou trois, grand maximum, contrairement à d'autres grandes maisons qui sont sur la liste des prix, des grands prix, malheureusement. Mais certains textes brillent déjà, d'autres ne s'éverront que dans quelques semaines. Alors à nous de les découvrir en avant-première et de tendre l'oreille aux promesses qu'elle murmure. 6 maisons d'édition vont donc se succéder, en l'occurrence les éditions de Paysages, les Livres de la Promenade, les Argonautes, Emmanuel Colas, l'Observatoire et les éditions Zoé. Chacune apportera son rythme, sa couleur, son ton, son univers, et donc toutes les 20 minutes, ils vont se succéder pour vous parler de cette rentrée littéraire d'automne, comme une sorte de grand chapitre collectif. Alors bonne rencontre à toutes et à tous. Et je précise que pour les prochaines rencontres avec les auteurs et les autrices de la rentrée littéraire, vous pouvez déjà vous y inscrire sur le site vlil.com. Et je vais laisser la parole aux artistes, souvent caractérisés dans l'ombre, et c'est bien dommage, c'est pour ça qu'on les met en avant. Et donc, on va commencer par les éditions de Paysages, qu'on aime particulièrement parce qu'on les suit depuis quasiment le début, à une époque où le Covid régnait encore. Amaury Le Villayer, le fondateur de la maison, est là pour nous parler des prochaines sorties littéraires. À toi, Amaury. Oui, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci Anthony. Effectivement, depuis le début, ça commence maintenant. Alors, 2020, en réalité, nous, on avait fondé en 2018, mais c'est vrai que le titre qui nous avait fait connaître, avec lequel on avait pu mettre le bandeau Vlil, c'était évidemment Coucoum de Michel Jean. Ce soir, je viens avec une nouvelle collection dont vous avez sans doute entendu parler parce que le titre est déjà sorti. C'est Louvre en juillet de Gabriel Filtoshiba avec une collection qui s'appelle Animal au féminin pluriel. Donc je pense qu'il y en a déjà qui l'ont eu dans les mains, beaucoup l'ont déjà lu. On est effectivement sur un titre de rentrée littéraire qui fonctionne très bien pour nous. Donc ça c'est une chance, même si, comme tu l'as dit, il est absolument sur aucune liste. Mais on fait confiance aux libraires, aux lecteurs et aux lectrices, et avec le bouche à oreille, les choses bougent un peu, et ça c'est plutôt très très bien pour nous. Et puis je vais pas évidemment, je pense, prendre trop de temps là-dessus, mais je dirais qu'il y a une originalité aussi, c'est que Gabrielle est une autrice et c'est la première fois à notre connaissance qu'une autrice québécoise vient prendre la direction d'une collection dans une maison d'édition française. Et ça dit beaucoup de choses à la fois de nous, de la volonté de l'accueillir, bien sûr, mais aussi de la place que prend maintenant le français du Québec dans le paysage éditorial, parce qu'effectivement, il y avait souvent une attitude de surplomb depuis des années, voire des décennies, et il ne manque pas le nombre d'exemples où des éditeurs demandent à franciser les textes. Et j'ai même ouï dire que pour certains prix dans des grandes enseignes, il restait encore trop de québécisme dans Louvre en juillet, évidemment, chose qu'on ne touche absolument pas, puisque pour nous, c'est une langue à part entière. Et donc voilà, c'est des choses à savoir un petit peu quand on est lectrice et lecteur. Nous, on a souhaité, au contraire, garder cette authenticité et demander à Gabriel de vraiment prendre la main sur une collection. Donc, il y a, comment dire, par contrat, je vais vous dire, la seule chose qui me lie à elle, par contrat, c'est que j'aime les textes qu'elle me propose. Mais en dehors de ça, c'est véritablement elle qui dirige cette collection, qui va choisir des autrices qui vont y rentrer, que ce soit des autrices expérimentées ou au contraire des jeunes plumes. Donc j'attends un petit peu comme vous de savoir quel va être le prochain titre qui paraîtra en 2026 parce qu'on va cultiver aussi un petit peu la lenteur face justement tout simplement j'ai envie de dire la surproduction. Nous on a envie plutôt d'aller dans des choses plutôt simple, tranquille, et on prendra ce temps, le temps nécessaire pour avoir le texte qui suivra celui de Gabriel, sachant peut-être que vous l'avez constaté qu'elle a mis la barre assez haute, justement avec ce premier texte-là. Je pense en plus qu'on aura l'occasion d'en reparler un peu parce qu'elle sera invitée, je ne sais pas si Anthony fallait qu'on le dise, mais en tout cas, elle sera invitée prochainement
sur Vlille au mois d'octobre pour présenter justement ce texte-là, et c'est elle qui aura à nouveau la main là-dessus. Donc ça, c'est paru le 22 août, et nous enchaînons avec une petite tournée fin septembre dans les vallées pyrénéennes. Là encore, assez loin des centres-villes parce qu'une grande partie de notre public, de notre lectorat, est aussi justement dans ce milieu rural pour lequel Gabriel avait souhaité faire aussi ces textes-là. Donc ça, c'est celui qui passe, qui paraît le 22. Et puis ensuite, je regarde quand même le timing moi aussi, on a un essai qu'on fait paraître le 3 octobre. Euh, Vous n'avez pas forcément l'habitude de nous connaître à travers nos essais. Et pourtant, c'est avec ça qu'on a commencé, nous, des paysages en 2018, avec des collections davantage orientées vers les sciences humaines, l'anthropologie, avec le souhait d'essayer de faire connaître un public, je dirais, de curieux et de curieuses, hein, pas forcément un grand public, mais surtout pas non plus un public de spécialistes, des sujets qui peuvent être traités sous l'angle, justement, de l'anthropologie, de l'histoire, de la sociologie. Et le deuxième essai qu'on va publier, le deuxième essai de la rentrée pour nous, euh, deuxième titre, pardon, c'est un titre un petit peu à part dans la collection Sous l'écorce. Ça s'appelle D'une Grèce l'autre. C'est de Jacques Lacarrière. Vous avez, là encore, j'imagine, entendu parler de Jacques Lacarrière, puisqu'il est l'auteur du fameux L'été grec dans les années 70, qui, je pense, a atteint pratiquement sans doute plusieurs centaines de milliers d'exemplaires que beaucoup de Français, de Françaises et même dans la francophonie connaissons. Jacques Lacarrière, en septembre de cette année, nous fêtons les 100 ans de sa naissance et les 20 ans de sa mort. Et c'est à cette occasion qu'on a souhaité s'associer avec Chemin Faisant, qui est l'association qui porte le souvenir de Jacques Lacarrière, pour faire un texte, un livre autour de ses articles de presse. Parce qu'il était évidemment un écrivain, un voyageur. Il n'aimait pas le mot d'ailleurs écrivain voyageur, mais c'est aussi comment dire, ce qu'il a distingué en France. Il est l'un des fondateurs d'ailleurs aussi d'Étonnants Voyageurs, mais on le connaissait moins sous l'angle du journalisme. Et donc on a souhaité mettre en avant ces textes-là qui sont parus dans des grands quotidiens, dans des grandes revues, l'Express, Le Monde, Le Nouvel Obs. Pour beaucoup, sont évidemment complètement introuvables. Et avec Sylvia Lipa Lacarrière, son épouse, on a remis quelques textes en avant qu'on présente dans un ordre chronologique et qui nous permettent en fait d'accéder depuis les années 60 jusqu'aux années 2000 à ce que c'était la Grèce pour l'Europe, parce que lui, c'est un véritable passeur. Non seulement il traduisait les textes venus du grec ancien ou du grec moderne, mais en plus, il forçait les maisons d'édition en France pour faire paraître ces textes-là. Il accueillait des réfugiés. Il y a eu un temps où la Grèce était aussi une dictature, la fameuse dictature des colonels. Et en fait, Jacques Lacarrière nous parle de toute cette Grèce-là sur 40 ans, et avec évidemment sa phrase toujours très singulière, toujours très poétique, où il ouvre bien plus les bras qu'il tend le poing. Donc c'est vraiment un essai pour nous qui nous tenait à cœur. Alors là où ça déroge, c'est que il n'y a pas une recherche, on va dire, il n'y a pas un raisonnement, une démonstration. Mais par contre, Jacques Lacarrière est quelqu'un qui, dans mon parcours, dans la fondation des éditions des paysages, a énormément compté. Beaucoup de collections, en réalité, si vous regardez même sur le site, s'y réfèrent, puisque Sous l'écorce, c'était là le titre d'un de ses livres, la collection Talisman, le nom même de cette collection dédiée aux littératures autochtones du Canada est emprunté à un de ses textes également. Et puis, les cartes que j'envoie régulièrement à toutes celles et tous ceux avec qui on travaille portent également je crois que c'est un morceau de sourate, un autre de ses textes. Bref, pour moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté. Je l'ai toujours considéré comme un maître en humanité, avec ou sans S d'ailleurs. Et donc, c'était une façon de lui rendre hommage avec ce texte un petit peu à part. Donc, il sera en librairie je vous ai dit, le 3 octobre, je crois. Voilà. Donc quelque chose qui va changer un petit peu. J'aurais pu le mettre hors collection, mais ça me semblait tout à fait une sorte aussi de clin d'œil qui rejoigne la collection Sous l'écorce, dont finalement Jacques Lacarré a quelque part aussi responsable. Le troisième titre, donc c'est vrai que comme tu disais, nous on se contente de trois, mais c'est déjà évidemment beaucoup pour nous, puisque cette année, on a publié 8 ouvrages, en sachant que du point de vue éditorial, je suis le seul à le travailler, même si de plus en plus, avec mon épouse Laure, parfois en famille, les auteurs, les autrices, des gens autour commencent à nous aider pour les festivals, pour répondre à d'autres demandes, puisque on commence aussi à être beaucoup sollicité. Mais 8 titres pour une petite maison d'édition, c'est assez considérable en réalité.
D'autant qu'on a eu la chance de rejoindre depuis le mois de mai un nouveau diffuseur, distributeur, Harmonia Mundi, qui nous permet de davantage mettre en avant, bien sûr, nos titres et avec surtout une vision beaucoup plus professionnelle et professionnalisante des choses, ce qui fait que on est amené à travailler beaucoup plus nos titres en amont pour essayer en fait de tout simplement de mieux répondre à une éventuelle demande, savoir où on le place, à quel moment. Tout ça est très très intéressant à faire, mais demande beaucoup de temps. Et il faut décortiquer les textes qu'on présente aux diffuseurs, aux représentants, pour qu'ensuite eux-mêmes puissent convaincre les libraires et in fine les lecteurs et les lectrices d'acheter tel ou tel titre. Et voilà, ça fait beaucoup plus de travail que d'habitude. Maintenant, on a voulu maintenir ce rythme-là, tout simplement pour aussi exister sur les tables des libraires, tout en ayant, comme je vous le disais, une production quand même maîtrisée. Donc, le troisième titre pour nous de la rentrée qui paraît en novembre, je crois que c'est le 7 novembre, mais tu me confirmeras, Anthony, je t'avoue, je n'ai pas regardé, mais quand je t'ai envoyé ça ce matin, je l'ai noté. Là encore, c'est un essai, toujours dans la collection Sous l'écorce, mais là pour le coup qui correspond beaucoup plus à cette ligne-là. Il s'appelle Vin d'Orient, 4000 ans d'ivresse, et il a été coordonné par François Clément, qui pour la petite histoire était un ex-collègue de l'Université de Nantes. J'ai une vie à l'université avant d'aller dans l'édition, mais ceci explique cela, puisque les premiers livres que j'ai commis en édition étaient vraiment des livres universitaires. Et en fait, je l'ai retrouvé non loin du petit village pyrénéen où j'habite, sans savoir qu'il était là, en fait, à 15-20 minutes. Et puis, euh, il avait par le passé euh, proposé de coordonner un livre qui s'appelait Les Vins d'Orient dans les années 2010. Et malheureusement, l'éditeur a fait faillite à peine le livre paru, donc il n'a pas eu le temps de vivre, d'exister. Et pourtant, il était, pour le coup, celui-ci, déjà sur la liste d'un prix international autour du vin et de la gastronomie, parce qu'effectivement, il a une grande originalité. Il traite d'un sujet qui est extrêmement peu traité, possiblement conflictuel ou polémique, et encore que, puisqu'il s'agit de voir ce que donne la viticulture, la viniculture dans les pays d'Orient. Donc, en partie aussi les pays musulmans, mais pas que. En brossant en fait un portrait à la fois historique, anthropologique et sociologique de la consommation du vin. Alors, quand on parle d'ivresse, c'est pas l'ébriété, mais c'est effectivement aussi l'ivresse et la poésie qui va avec. Et d'ailleurs, dans beaucoup d'approches de ce livre-là, on commence surtout par essayer de traiter la documentation, donc essentiellement textuelle, mais aussi des objets, l'archéologie, en mettant en avant les choses un peu plus marginales, comme la poésie, dans laquelle beaucoup d'auteurs du Proche-Orient, d'auteurs musulmans se sont illustrés. Et en lisant ce livre, moi, en le faisant, j'ai trouvé ça d'une richesse incroyable. En réalité, il y a toute une poésie du vin depuis effectivement des milliers d'années dans cet espace proche-oriental ou moyen-oriental. Donc c'est extrêmement, pour nous, extrêmement intéressant de le mettre en avant. C'est un livre, contrairement au précédent sur Jacques Lacarrière, où on n'a pas souhaité l'illustrer. Lui, il est pleinement illustré, plus de 80 illustrations en couleur, beaucoup d'artefacts venant de collections du monde entier, et avec ce qu'on espère être les meilleurs spécialistes, évidemment, de la question, que ce soit du point de vue historique, je pense à l'époque byzantine, des choses que vous connaissez peut-être moins, l'Empire byzantin, qui est le continuateur de l'Empire romain d'Occident, mais en Orient, avec évidemment l'Espagne musulmane, le Maghreb, le Liban, bref, c'est des choses extrêmement riches, tant au point de vue de l'histoire que de la géographie. Et les auteurs, la plupart en tous les cas, ont fait l'effort de se rendre accessible, hein, mais c'était aussi le souhait pour nous de cette collection. Je vous dis, ça ne s'adresse pas à des universitaires, ils ont des maisons d'édition pour ça, mais là, ça s'adresse à ceux qui veulent se forger évidemment une culture dans le vin, en savoir un petit peu plus sur un pan qui est relativement méconnu de la consommation culture du vin au sens, en fait, pour le coup, dans les deux sens. Donc, ils ont fait l'effort, un effort de langue, même si le discours s'appuie bien sûr sur des références savantes que j'ai éventuellement rejetées dans des notes, mais au moins elles existent, il y a une bibliographie abondante. Mais l'idée, c'est de le faire avec une sorte aussi d'érudition, un ton un peu badin. Et d'ailleurs, le préambule s'appelle pas préambule, mais en guise d'apéritif. Donc il y a vraiment des choses très très intéressantes à noter. Alors évidemment, si on le fait au mois de novembre, c'est pour essayer d'attirer aussi l'attention des libraires pour le mettre sur les fameuses belles tables, vous savez, gastronomie, vin, belles tables de fin d'année. Mais on pourra également trouver le livre dans le rayon histoire, puisque pour le coup, ça concerne un petit peu l'ensemble de ces publics-là. Et peut-être dernier aspect, on le voit sur la couverture. Disons qu'on a voulu
peut-être jouer un petit peu avec ça et avec le côté un peu provoquant dans la mesure où on a choisi une scène qu'on trouve au musée du Louvre. Hein. C'est un tableau qui est peint à plusieurs reprises et qui montre tout simplement deux tabous aujourd'hui, hein, qui ne l'étaient pas évidemment dans l'islam historique, à savoir la consommation du vin, mais également ici, on a, on va dire, une mise en scène aussi de l'homosexualité. Donc on a choisi véritablement de montrer des images qu'on ne voit habituellement pas ou qu'on n'associe pas finalement, ou moins aujourd'hui, ou plus aux cultures, au monde musulman. Mais évidemment, ça ne concerne pas seulement le musulman, je vous ai dit le Liban également. Donc voilà. Ce sont donc voilà trois titres. Je regarde le temps pour nous, c'est pas mal. Trois titres qu'on présente donc pour fin août, octobre et novembre, et avec des choses qui vont vous permettre d'aller sur d'autres espaces, la Grèce et le Proche-Orient, et finalement sortir un petit peu de la littérature par laquelle, notamment à Lille, vous nous connaissez. Voilà, Anthony. Eh bien, merci Amaury. Alors, en effet, je te confirme les dates que tu as données, c'est bien le 7 novembre, 4 octobre et 22 août. On recevra donc Gabriel Fitoshiba le dimanche 19 octobre à 19 heures. Mais en attendant, est-ce que tu pourrais, il te reste encore quelques minutes pour peut-être parler de l'ouvrage en lui-même, de Louvre en juillet? Alors de l'ouvrage en lui-même, c'est vrai que j'aurais tendance à pas vouloir aller trop loin sur cette présentation pour vraiment jouer ce jeu-là qui n'est pas qu'un jeu, à savoir que c'est vraiment à Gabriel de le faire. Par contre, je pourrais juste te dire que parler juste de la genèse de l'ouvrage, parce que c'est à la fois évidemment une histoire d'amitié, vous pouvez l'imaginer, mais aussi c'est une histoire éditoriale dans la mesure où ça faisait quelques années on lit à peu près les mêmes textes, notamment le natural writing, et on constatait que ce natural writing, il était le fait essentiellement d'hommes. Et Gabriel, comme moi, on lisait des Harrison, des Jack London, des Rick Bass, Pete Fromm, tout pour les plus récents qui avaient été mis d'ailleurs en avant chez Gallmeister. Et c'est vrai que on aimait beaucoup leur langue, leurs mots, mais ce qu'on aimait moins, c'était bien sûr un rapport qu'on trouvait souvent inutilement brutal aux vivants, aux sauvages. Et on avait envie que des femmes, des jeunes femmes, puissent se dire que c'était possible d'envisager le sauvage, l'animal, autrement que par ce rapport-là. Et je pensais, moi, dans mon fort intérieur, que seul Gabriel était en mesure de porter un petit peu ce projet. Et il s'est passé un événement qui a été évidemment assez dramatique pour elle, mais là encore, je pense pas que par rapport à tout ce qui a été écrit et qu'on voit sur Instagram, il s'agit en fait de la mort de sa chienne avec qui elle a vécu pendant 12 ans et qui a compté énormément lorsqu'elle était notamment la fameuse encabanée pendant 3 ans, où c'était sa seule compagne finalement, où elle dit bien, elle, si elle ne vous le redira pas, ben, je vous le dis là, elle a été à la fois, sa chienne a été à la fois, à un moment donné, sa fille, sa sœur, et puis quelque part sa mère à un moment, donc c'était euh, une forme de sororité extrêmement importante pour moi à mettre quelque part à mettre en mots. Et suite à cet événement dramatique, à savoir la mort en 2024 donc de Sequoia, et ça vous regarderez, vous lirez comment tout cela est arrivé. On a pensé que c'était le moment en fait de lancer cette nouvelle collection. Et si elle creusait évidemment quelque part un trou pour y mettre Sequoia, on allait peut-être lui proposer un tombeau littéraire. Et à partir de ce tombeau littéraire, en faire une collection qui serait justement dédiée à une autre forme de rapport au vivant et au sauvage, mais écrite exclusivement par des femmes. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est la genèse de ça, mais après sur le texte lui-même, sur tout ça, je pense que c'est vrai que ça peut être très intéressant de voir ça avec Gabrielle et comment elle envisage elle aussi le développement de cette collection, que ce soit des autrices venant bien sûr de la France, de la Belgique, de la Suisse, du Québec. Hein. Ça aussi, c'est cette dimension de la francophonie qui nous intéresse beaucoup. Euh, Sachant qu'en plus, Gabriel, là où il y a une cohérence par rapport à la maison d'édition, même si j'avoue que peu de gens me questionnent sur la cohérence d'une ligne éditoriale, mais les libraires, oui, parfois. Et là, pour le coup, on fait certains pas de côté puisqu'il ne s'agit pas d'une autrice autochtone du Canada seulement, c'est sans doute l'autrice la plus lue par les autochtones du Canada. Et elle connaît particulièrement bien cette littérature, sachant qu'aussi elle a été traductrice et traductrice juridique, donc elle lit également les auteurs et autrices autochtones anglophones. Donc il y a aussi cette cohérence-là, et puis évidemment les thèmes dont elle traite habituellement et qui vont être traités dans cette collection, à savoir l'oppression systémique, à savoir également, bien sûr, tous les rapports euh, à l'environnement, à l'animal, au sauvage. C'est des choses qu'on retrouve bien sûr dans la littérature, dans les littératures autochtones. Donc, pour nous, il y avait évidemment un sens, même si, bien sûr,
à un moment donné, je pense comme dans beaucoup de petites et moyennes maisons d'édition, c'est aussi une histoire d'une rencontre, d'une amitié qui naît, puis qui se nourrit et qui aboutit à ce projet-là qui finalement semble combler un manque d'après ce que nous disent aussi les libraires. Parfait. Super timing. Merci Amaury. Merci infiniment et on se retrouve dans quelques mois avec Gabriel. Quelques semaines, c'est ça. Quelques semaines. Eh bien, on va enchaîner avec la deuxième maison d'édition invitée ce soir et je suis particulièrement ému parce qu'ils sont niçois et c'est rare. Ce sont les livres de la promenade avec Sophie Arcimol Taureau et Christophe Taureau qui sont donc cofondateurs de la maison, une jeune maison d'édition. Et évidemment, je ne pouvais pas faire cette rentrée sans eux. Alors, ils sont là. Est-ce que vous êtes là d'ailleurs, Sophie et Christophe? Je crois vous avoir vu. Alors, vous êtes là, mais vous avez le micro coupé et c'est pour ça que je ne vous entends pas. Il faut l'activer en bas à gauche. Voilà, c'est bon. Vous nous entendez? Là, c'est C'est bon. bon, parfait. Eh bien, bienvenue, Sophie, Merci Christophe, c'est à Anthony. vous. Vous avez carte blanche pendant 20 minutes. Et bonsoir à tout le monde et merci Anthony de nous avoir invités et de nous accueillir pour ces rencontres qui comptent énormément pour nous puisque comme tu l'as dit, nous sommes des tout nouveaux, nous arrivons sur le marché de l'édition, c'est notre première année de publication. Alors, nous aussi, nous avons décidé de publier peu de livres, quatre pour cette première année, il y en aura cinq pour l'année 2. L'idée, c'est évidemment de ne pas inonder le marché qui est déjà suffisamment saturé, mais c'est surtout de travailler beaucoup aux côtés de nos auteurs, d'être proche d'eux, de travailler aussi à la mise en lumière de leur travail. Donc tout ça, ça prend énormément de temps, comme vous le savez tous. Donc, quatre livres pour cette première année. Nous avons à la fois des jeunes plumes que nous allons publier, nous avons aussi des auteurs confirmés. Voilà, et nous nous positionnons bien qu'étant à Nice comme une maison de littérature générale. Et je vais te laisser un petit peu expliquer d'où on vient et pourquoi on est arrivé là. On est un couple d'anciens journalistes et la littérature a toujours été au cœur de nos vies. Et après 25 ans à Paris, on a quitté la capitale, on s'était installé dans le sud et on vivait dans un petit village dans le Vaucluse et Beaunieu, pour ne pas le citer. Et on a organisé un festival littéraire 3 années durant qui s'appelait En plein soleil. Et même si les livres ont toujours fait partie de notre vie, ça a été une sorte d'accélération, d'inviter des auteurs, de partager du temps avec eux. Alors c'était un petit festival, quand je dis petit, là encore, un petit peu à l'image de ce qu'on a envie de faire avec les livres de la promenade. On invitait simplement 6 auteurs qui passaient du temps ensemble, on passait du temps ensemble avec eux également. Donc c'était petit et essayer de faire joli. Et toutes ces relations et tout ce premier pied mis dans le milieu de l'édition nous a un petit peu avivé la flamme de se dire qu'un jour, peut-être, on monterait une maison d'édition. Et c'est ce que nous sommes en train de faire cette année. Voilà, on peut aussi dire que cette première année, elle est marquée par des jolis hasards et des rencontres, hein, puisque comme ça a été dit précédemment, surtout quand on démarre, ce sont les rencontres qui initient des projets. Tu peux par exemple parler de notre premier livre qui était Joue-la comme Godard, qui est paru en avril. Oui, parce que bah, vous le savez tous, c'est difficile d'amorcer la pompe hein, quand on monte une maison d'édition, même si on a des envies, même si après on a envie de donner un vernis, un style peut-être à la maison. Et donc pour démarrer, on a commandé en fait un livre à Laurent Sagalovic, qui est un ami. En fait, on a vécu quelques années au Canada, et pour ceux qui connaissent Laurent Sagalovic, il a aussi vécu longtemps là-bas, à Vancouver, et on s'est rencontrés là-bas et on est devenus amis. Et le hasard a fait qu'on est rentré en France en même temps. Il venait de publier son précédent roman, Les derniers jours de Gustave Mahler. Et on se voit, je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Bon, pas grand-chose, je réfléchis au prochain. Et en fait, et je lui dis, écoute, si on est en train de monter une maison d'édition et on a envie que le premier livre, ce soit toi. Et comme j'ai travaillé longtemps dans le tennis, je lui ai proposé d'écrire un livre à la mode de Jean-Luc Godard, parce que j'ai travaillé à Roland-Garros, à la com de Roland-Garros pendant quelques années. Et on était sollicité par Jean-Luc Godard très souvent parce qu'il voulait filmer Roland-Garros. Ça ne s'est jamais fait parce que Godard est évidemment très compliqué. Mais j'avais aimé la façon dont le projet nous avait été présenté. Et en fait, le film que Godard n'a jamais pu faire, eh bien, c'est Sagalovic qui l'a écrit et ça a fait Joue-la comme Godard.
Donc voilà, pour vous dire que le premier livre qu'on a publié cette année, c'était une commande et surtout, pour nous, le moyen de mettre un petit peu nos deux vies reliées, à savoir celle qu'on a connue auparavant, alors à la fois parce qu'on a vécu à l'étranger, à la fois parce que j'ai travaillé dans le tennis et à la fois avec un ami. Et pour le deuxième livre, là encore, ça a été un hasard complet de quelqu'un qui avait par le passé travaillé avec moi. J'ai appris qu'il s'était mis à écrire. Je l'ai contacté. Il n'avait jamais osé envoyer ses textes à des maisons d'édition. Je lui dis, écoute, vas-y, envoie, on verra ce que ça vaut. Mais il me dit, écoute, avec toi, puisqu'on se connaît, j'y vais. Il nous a envoyé son premier roman qui s'appelle Nuit Noire, qui est un thriller qui se passe avant la Première Guerre mondiale. C'est un libraire qui est aussi voleur de livres rares la nuit. Et on a marché. Donc là encore, c'était complètement un hasard, mais on a publié ce livre, on l'a beaucoup retravaillé. Il y avait plein de choses qui, de notre point de vue, n'allaient pas. Et c'est ce qu'on a envie de faire justement dans cette façon d'accompagner les auteurs. Donc nos deux premiers livres ont vraiment été des hasards et on a eu beaucoup de chance pour amorcer la pompe. Voilà, Nuit Noire qu'on continue d'essayer de faire vivre au travers Allez, on de peut vous montrer. festivals, de rencontres dans des librairies, dans des signatures, notamment en Normandie, puisque l'auteur Bon, il a un bel Michael accueil. Guédard est normand, mais il a plutôt un bon accueil au niveau local. Vous ne nous avez pas montré Voilà, et ça c'est le Jean-Luc premier, Godard. Je vous la comme Donc, Godard, euh, qui était sorti au mois d'avril, et Nuit Noire est sorti en juin. Et donc notre troisième livre, c'est Joan Didion, Le dernier entretien plus lié à la sortie et autres littéraire. conversations, qui lui sort pour la rentrée littéraire, puisqu'il est sorti il y a 15 jours. Voilà, évidemment, on avait lu il y a quelques années L'année de la pensée magique, Le bleu de la nuit. Et puis, bon, en tant que journaliste, ça nous parle hein, de Joan Didion, puisqu'elle a été une des égéries du nouveau journalisme, en plus d'être essayiste et romancière. Et aussi, là, c'est un hasard, on est tombé sur ce livre dans sa version anglaise. On a fait un petit peu des recherches pour savoir si ça existait en français, ça n'était pas traduit. On s'est renseigné et on a pu acheter les droits. Voilà, donc c'est pour ça que ce dernier entretien et ces autres conversations arrivent aujourd'hui et sortent pour la rentrée littéraire. On est assez fiers de ça, d'autant que Joan Didion va occuper un petit peu l'actualité littéraire pour l'automne, puisqu'il y a un autre livre qui lui est consacré, qui sort fin octobre ou début novembre, si je ne me Octobre. trompe, chez Grasset, qui sont des notes to John, qui sont des notes plus personnelles, des notes qui font un petit peu polémique, puisqu'il n'y a jamais eu d'accord ouvertement donné pour la publication de ces textes, mais ça c'est un autre sujet. Enfin, en tout cas, on assiste un petit peu, on dirait, à une sorte de retour de hype de Joan Didion, qui, au travers de ses entretiens, apparaît comme quelqu'un de totalement d'actualité, parce que toute la base de ses écrits autour de ce centre qui ne tiendra pas, The Center Will Not Hold, c'est un petit peu sur la déliquescence de notre société, de notre monde. Et évidemment, ça trouve des échos aujourd'hui. Donc, il est question de ça, évidemment, dans ces entretiens. Il est question aussi de son rôle de femme, de son rôle de mère, de cette peur qu'on connaît tous en tant que parents, enfin, quand on devient parent, de quel monde on va offrir à nos enfants, quels sont les dangers qui les guettent au quotidien. Enfin, on découvre les coulisses de l'écriture de Joan Didion, qui reste au travers de ses entretiens comme quelqu'un d'assez timide, comme pour ceux qui la connaissent, un petit bout de femme comme ça, assez simple, une femme assez franche, qui a aussi pas mal d'humour, hein, pour vous dévoiler quelques répliques du dernier entretien qui a lieu quelques mois seulement avant son décès en 2021. On est en plein Covid et le journaliste lui demande, mais quelles sont les conséquences du Covid pour vous? Elle dit, oh, ben, ça a fait terriblement baisser ma facture de vin, donc, parce qu'évidemment, elle recevait beaucoup moins. Voilà, donc une personnalité assez attachante et qui raconte comment l'écriture a été toute sa vie une thérapie, comment elle a travaillé, ciselé les mots, les phrases, essayé tout le temps de donner le meilleur. Et voilà, et tout son regard sur la société américaine et pas seulement, puisque comme je disais, il y a plein de choses qui sont d'actualité, voilà, nous apparaît assez dans l'air du temps aujourd'hui. Et quand on vous parlait
des rencontres et des joyeux hasards qui, pour le moment, accompagnent les livres de la promenade, on a proposé à Brice Mathieusan de traduire ces textes, puisque en fait, on l'avait invité à notre festival il y a quelques années. Là encore, hasard complet, puisqu'il est aussi romancier, il habite Marseille, donc c'était très facile, et on s'est très bien entendu avec Brice, on est devenus amis. Donc le jour où on lui a dit qu'on venait acheter les droits de John Didion, qu'il aime beaucoup, il nous a évidemment dit, je vous interdis de le donner à qui que ce soit d'autre pour le traduire. Et en plus de ça, il nous a fait une très jolie préface, une très belle analyse vraiment de John Didion, qui s'appelle la géologie et les pétales. Alors c'est un peu mystérieux dit comme ça, mais quand on le lit, on le comprend. Donc là aussi, dans ce livre-là, un heureux hasard et des rencontres sont venus nous accompagner pour ce livre de John Didion. Et je rajouterai juste un petit mot sur la couverture et une autre illustration qui se trouve à l'intérieur, qui sont des illustrations qui ont été faites pour nous, pour les livres de la promenade, par Arnaud Brosset, qui a donc croqué John Didion avec ce portrait qui est en couverture et un autre qui est à l'intérieur. Donc voilà, John Didion qui est sorti il y a 15 jours pour notre première rentrée littéraire. Et le livre suivant va sortir le 19 novembre. Alors là, on change complètement d'univers. Et c'est vrai que dans cette première année des livres de la promenade, il va y avoir donc du tennis, un thriller, John Didion et du football, puisque le dernier livre de notre première année s'appelle Maradona. Il était une fois FOI, ce n'est pas une faute. Parce que là, on commence un petit peu à communiquer et on reçoit évidemment des messages où les gens ont rajouté un S. Non, non, c'est bien il était une fois de Bernard Morlino. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Bernard Morlino, Bernard Morlino, il est journaliste, il est auteur, évidemment. Il a quasiment, je crois qu'il a près d'une quarantaine de livres, de livres conteurs. Et il a vraiment partagé son temps entre mettre en avant la littérature, les surréalistes notamment. Ça a été un proche de Philippe Soupeau, ça a été un proche de Louis Nucera. Donc il a été critique littéraire, il a été critique littéraire à Globe, il a été critique littéraire au Figaro littéraire. C'est un monsieur de 72 ans aujourd'hui, mais il continue. Qui est toujours d'ailleurs. Oui, qui continue de travailler, il n'avait surtout pas envie de s'arrêter. Et son autre passion, son autre grande passion, c'est le foot. Alors c'est un enfant de Nice, donc il a été évidemment un supporter de l'OGC Nice quand il était enfant. Il a beaucoup écrit aussi sur l'OGC Nice. Et son idole ultime est Maradona. Et là, quand Maradona est mort il y a 5 ans, Bernard Morlino était vraiment malheureux, hein. J'en ai parlé avec lui, il a vraiment été bouleversé. Et donc, il s'est dit, je dois écrire sur Maradona. Et il a commencé à écrire chaque jour, pendant 9 mois, sur Maradona. Pourquoi 9 mois? Parce qu'il avait envie de le faire renaître. Et au terme de ces 9 mois, il avait accouché, je ne sais pas si c'était un livre, en tout cas, appelons ça un livre monstre de 1000 pages. Un truc complètement dingue sur Maradona. Et évidemment, quand nous nous sommes rencontrés et qu'il m'a dit qu'il avait 1000 pages, je lui ai dit, mais Bernard, avec toute l'affection que je vous porte, parce que moi, c'est quelqu'un qui, quand j'étais adolescent ou jeune journaliste, c'est quelqu'un que j'aimais écouter à la radio quand il parlait football, parce que c'est quelqu'un qui en parlait avec intelligence, et Avec culture, oui, surtout avec culture. Il a toujours considéré que c'était un art, le foot, et moi, ça avait été quelqu'un qui avait été important dans mon petit développement personnel, Bernard Morlino. Je dis, Bernard, avec toute l'affection que je vous porte, évidemment, nous, on monte une petite maison d'édition, on démarre, on va évidemment pas publier 1000 ou 900 pages ou même 800. Voilà. Donc il a évidemment compris nos contraintes. Donc le livre va faire 200, je sais 50 plus, pages oui, ou 75 pages. oui, 280 pages. Et c'est un livre très étonnant parce que c'est un soliloque. Il s'adresse directement à Maradona, il le tutoie. Et ça fait quelque chose d'extrêmement vivant, comme si justement Maradona était de l'autre côté de la table et qui lui disait, mais pourquoi t'as fait ci, mais pourquoi t'as fait ça, mais pourquoi tu t'es drogué, mais pourquoi tu t'es mal comporté, pourquoi tu es devenu grotesque. Enfin voilà. Et ce tutoiement qu'on voit rarement dans une biographie, parce que c'est pas vraiment une biographie, il a appelé ça une butographie, ce tutoiement vraiment rend le livre absolument particulier. C'est d'une richesse folle, à la fois
dans le descriptif de ce qu'était Maradona en tant que joueur de foot et surtout dans la deuxième partie de sa vie, à partir du moment où il a arrêté de jouer pour devenir ce personnage, là encore, monstre, grotesque, qui ne savait plus qui il était vraiment, toujours le nez dans la chenouf, passez-moi l'expression, et qui est vraiment, mais qui, dans le même temps, et c'est ça ce qui est incroyable et qui raconte très bien, est resté mais une icône incroyable comme on ne l'imagine pas. Je ne sais pas si aujourd'hui au monde, il y a d'autres sportifs, Qui ont d'autres cette aura. champions qui ont cette aura et ce degré d'adoration. Euh, la dernière chose qu'il faut dire, c'est que si vous avez déjà lu des livres de Bernard Morlino, vous aurez sans doute noté que c'est quelqu'un qui a un style assez doux. Ça chante, voilà, il y a aussi un peu de son sud natal. Et là, il a pris le parti d'essayer de faire un livre vraiment différent stylistiquement. C'est parce que le personnage de Maradona le demande. C'est pas un personnage. Alors oui, c'est un génie de sa discipline, mais en même temps, c'est pas quelqu'un forcément de très sympa, Maradona. Donc, il a essayé de trouver une musique qui soit un petit peu rugueuse, un petit peu rappeuse. Là encore, pour vraiment essayer de faire vivre qui était Maradona. Et évidemment aussi, ce qu'il fait, c'est de trouver des passerelles entre ces deux mondes, la culture, la littérature et aussi Maradona. Et puis, alors on va croiser Camus, on va croiser Cocteau, et puis surtout on va aussi croiser, là c'est un cinéaste, Emir Kusturica, qui est devenu, qui a réussi à, à- à devenir un proche de Maradona au terme de beaucoup d'années d'approche et d'un film documentaire qui est assez incroyable. Et Morlino a vraiment réussi à plonger dans cette amitié entre Maradona et Kusturica, une amitié qui va faire que Maradona va même aller chez Kusturica en Serbie, rencontrer sa mère, et ce qui donne lieu à une scène assez incroyable, puisque la mère de Kusturica est décédée quasiment au lendemain de la visite de Maradona chez elle. Et c'est un des grands chapitres. Et quand je l'ai lu et quand je l'ai découvert, j'ai lu ça d'une traite. C'est absolument incroyable. Donc, tout ça pour vous dire que, en fait, si on n'aime pas le foot, on va se dire pourquoi me plonger dans 300 pages sur Maradona, fut-il un champion incroyable. On peut lire ce livre sans être un passionné de foot, parce il y a mille autres choses. Et surtout sur le fait que c'est un personnage christique, Maradona, et qui, comme souvent les grands champions ou les personnalités hors normes, et on le voit à la fin du livre, est mort quasiment tout seul dans une petite maison un petit peu abandonnée. Là aussi, c'est une des scènes très fortes. Il a réussi à recueillir plein d'informations, Bernard Morlino, sur la façon dont s'est déroulée la fin de vie de Maradona, et c'est assez touchant. Pour les amateurs de football, c'est extrêmement documenté. Et Aussi. après, pour ceux qui peut-être aiment un petit peu moins le foot et dont je fais partie, ça donne envie quand même de voir, parce que les descriptions sont absolument incroyables sur les actions et sur les performances physiques de cet homme. Et puis, il y a tous les à côté, il y a sa vie, il y a les références à la culture, il y a vraiment, voilà, c'est aussi une biographie, même si ça ne s'appelle pas une biographie. Donc, je pense que tout le monde peut y trouver son compte et ça va sortir au moment où l'on fêtera, si l'on peut dire, les 5 ans de la disparition de Maradona. Et en guise de cerise sur le gâteau, il y a une préface un petit peu hors norme qui est signée Éric Cantona. Ça fait Voilà. joli. Parce qu'en fait, les rencontres Maradona, Cantona, tu nous coupes, hein, Anthony, si on est trop long, mais j'ai un Ah petit non, avis. c'est parfait. On ne pouvait pas ne pas parler de la préface d'Eric Cantona. Mais c'est surtout un long chapitre dans le livre, les rencontres entre Cantona et Maradona. Évidemment, il ne pouvait que s'apprécier, hein, deux rebelles du football, deux joueurs qui ont souvent été en guerre avec les institutions. Donc évidemment, ils s'appréciaient beaucoup, ils se sont rencontrés à plusieurs reprises. Ils ont essayé de monter un syndicat des joueurs pour défendre les joueurs vis-à-vis de toutes les institutions du jeu. Et ça fait l'objet d'un très long chapitre. Et
aussi donc d'une préface signée Éric Cantona, qui est un long poème à la fois dédié à Bernard Morlino, dont il est assez proche, et évidemment à Maradona. Pour conclure, ce que je voudrais rajouter, c'est que ça fait plaisir de voir dans ces rencontres qu'il y a des maisons d'édition indépendantes qui sont là depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans et plus. Des maisons qui, pour certaines, nous ont évidemment inspirés dans cette démarche de monter notre petite boîte, comme on dit. Donc ça nous donne de l'espoir et on espère qu'on va parvenir à se faire une place au soleil et qu'on va pouvoir creuser le sillon de cette littérature qu'on aime lire et qu'on a envie de publier avec à terme plus de la littérature de l'intime et voilà, avec une écriture qui est simple mais qui reste exigeante quand même. Oui, parce que là, la ligne éditoriale, j'imagine que Est un petit peu c'est un petit peu en zigzag, pour mais la il première année. fallait amorcer la pompe. Merci pour votre écoute. Merci à tous les deux. C'était un plaisir. Merci. Et à très bientôt. On va continuer avec la troisième maison d'édition et ce sont les Argonautes pour la littérature européenne avec Katharina Loavenhoff. Katharina, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là, je suis là, je suis là. Bon, Parfait. Émouvant félicitations d'entendre. aux confrères pour cette nouvelle maison et pour ce zigzag formidable et inspirant. Et merci Anthony de m'accueillir encore. L'année dernière, j'ai présenté ici Junil et notre plus grand succès à ce jour, un roman merveilleux. Et je voudrais vous présenter cette année une nouvelle pépite vraiment merveilleuse, le roman Le ministère des rêves de Momchil Milanov, un auteur bulgare qui a écrit donc un premier roman. C'est pas évident enfin, je pense que ça vaut la peine d'en parler. C'est pas évident de trouver un auteur bulgare parce que évidemment on peut quasiment rien lire. Une littérature qui est très très riche, mais qui est transmise en France quasiment uniquement par une personne qui est la grande traductrice Marie Vrina, qui depuis 40 ans œuvre à la transmission culturelle et nous apporte des merveilles de la littérature bulgare. Et elle m'a aussi amené ce roman-là, qui lui a été conseillé par Georgi Gaspadinov, donc le grand maître de la littérature bulgare contemporaine. Et c'est un jeune auteur qui est très... ouais, il a fait les études partout en Europe, il a travaillé à Genève, en Belgique, et aujourd'hui il est adjoint juriste à la Cour internationale du Cour de justice internationale. Je dois regarder parce que je veux pas dire des bêtises. Et il a été très voilà. C'est la Cour internationale de justice à La Haye. Donc il est à La Haye. Il parle toutes les langues, dont le français couramment. Et il a écrit un roman qui rappelle à la fois Alice au pays de merveilles, mais aussi oui, toutes sortes de littérature jeunesse. On entre en fait dans un univers du petit jeune Stern, un garçon de 8 ans. Et on se croit dans un roman jeunesse, et en fait, c'est très, très rapidement qu'on va se rendre compte qu'il y a une atmosphère assez oppressante qui fait que c'est pas du tout un roman jeunesse, c'est peut-être un roman que tout le monde peut lire, qui est très universel et qui, évidemment, qui part d'un regard d'un enfant, mais qui parle des choses très sérieuses à travers un hommage à l'imaginaire et à l'enfance. Donc, le jeune Stern, il habite à Greystadt. C'est une ville qui est imaginée, mais qui pourrait être Sofia, la capitale bulgare, mais qui peut être aussi toute autre capitale en Europe, je dirais plutôt de l'Est. C'est une ville sur laquelle plane depuis un certain temps un dirigeable avec un baron c'est très clair dès le début, qui veut rien de bien. C'est une sorte de Trump, je dirais, quelqu'un avec un nœud de papillon
qui parle très doucement et qui a beaucoup d'argent et qui promet à tout le monde toutes sortes de choses, mais qui a déjà ces soldats dans les rues qui font attention à ce que personne ne fait quelque chose que lui voudrait pas. Donc il s'apprête à prendre le pouvoir. Et en fait, les adultes de Greystadt ne prennent pas ça très au sérieux. Il y a que Stern, le jeune garçon, qui a qui voit très clairement que c'est un vrai risque, que c'est dangereux et à travers aussi du regard de son père, qui est diplomate, qui travaille au ministère juste en face, il s'aperçoit que son père, il sait bien qu'il y a quelque chose qui se cuisine, qui n'est pas bien et qui est dangereux. C'est un grand diplomate, donc il comprend bien ça, mais il sait pas quoi faire. Il est complètement démuni. Et en fait, évidemment, ça nous rappelle tout de suite ce qui se passe en ce moment en politique. On voit bien qu'il n'y a rien de bien qui se fait, mais qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau? C'est beaucoup plus compliqué. Mais le jeune Stern, comme il est un enfant, il est donc le fils du diplomate, il voit ça beaucoup plus clairement. Il rigole des adultes qui n'arrivent à rien faire et se dit qu'ils sont quand même un peu surestimés, ces adultes, et que lui, il ferait autrement. Et il va, dans l'histoire du livre, il va essayer de faire autrement et notamment de sauver son père, parce que son père, il est impliqué, donc il est en grand danger. Et c'est un roman qui à la fois raconte donc la vie familiale de ce jeune garçon qui est très compliqué parce que sa mère est un peu l'abandonne un peu. Son père, il a une nouvelle copine qui est hautement peu sympathique. Et sa grand-mère, qui est sa seule grande amie et sa seule grande accompagnatrice, elle va le quitter également. Donc, c'est très, très dur. Il se fait harceler à l'école. Mais en même temps, il garde une force et ça, c'est en lien avec ses rêves. D'où le titre, le ministère des rêves, parce que le ministère dans lequel travaille son père, la nuit, il évolue et il devient le ministère des rêves. Et c'est les employés du ministère des rêves qui vont convoquer le petit garçon pour venir et faire de sorte que le baron Nould ne puisse pas prendre le pouvoir. Donc ça c'est l'histoire qui est très, donc c'est un roman très atmosphérique. C'est entre une conte initiatique et une fable politique. Et on pourrait, donc pour les Bulgares qui ont lu ce roman, c'est très clair tout de suite qu'il s'agit du coup d'État de 1944 qui est raconté, mais évidemment romancé, fictionnalisé, c'est pas la même chose, mais ça rappelle énormément ça. Mais l'auteur ne veut pas du tout qu'on se fixe là-dessus. Il a vraiment envie que ça soit, et ça l'est très, très évidemment, une histoire beaucoup plus universelle qui rappelle à la fois ce qui s'est passé dans l'histoire, donc tous les coups d'État et prises de pouvoir de l'Union soviétique dans les années 40, 30, 40, 50, où ils se sont créés leur État vassal dans l'Europe de l'Est, mais aussi ce qui se passe en ce moment quand on a l'impression voilà, que des gens prennent lentement le pouvoir et c'est pas très agréable. Donc, on est un peu démunis. Donc, un livre qui ouvre plusieurs tiroirs, mais qui surtout emploie une langue mais extrêmement élégante. Et c'est ça qui m'a convaincu au premier abord. C'est surtout cette écriture très élégante et les images très belles autour de l'enfance, autour des rêves. Donc, une de mes citations les favorites, c'est « Les rêves ne sont pas là pour qu'on les raconte, mais pour qu'on les vive ». Donc, toujours bien de se rappeler ça. Et donc, c'est un auteur qui, pour moi, a un potentiel énorme, qui
maîtrise vraiment le fil narratif et je pense que c'est pas un roman pour ceux qui aiment bien que tout soit clair à chaque moment. Donc, l'auteur laisse beaucoup d'espace au lecteur pour s'imaginer soi-même, pour s'expliquer soi-même. Mais c'est ça aussi sa grande force. Vraiment un hommage très, très beau, très, très belle au rêve, à l'enfance et à l'imaginaire. Je voudrais aussi vous parler d'un autre roman que nous allons publier en octobre, donc je ne peux pas vous le montrer, mais je pense qu'Anthony a la couverture. C'est un roman qui va paraître dans notre collection l'Européenne, qui est une collection qui rassemble les grands romans de l'Europe à l'image de notre maison d'édition qui est vraiment se dédiée à mettre en lumière les grands romans européens contemporains, mais aussi dans cette série l'européenne, les grands classiques intemporels. Nous avons publié Selma Lagerlöf en dernier dans cette série, la première femme à avoir reçu le prix Nobel de littérature. Mais aussi Pascal Mercier avec le grand classique Train de nuit pour Lisbonne, donc des romans qui ne prennent pas de rides, en fait, qui ont chacun 20 ans, 100 ans, 40 ans dans ce cas-là, mais qui ne prennent pas de rides, qui sont toujours aussi d'actualité, aussi beaux, aussi une belle expérience de lecture et qui sont souvent un peu plus faciles à lire. Donc moi je dis toujours ça c'est le cadeau parfait, nos romans de l'européenne, parce que c'est un peu quand on sait pas trop si la personne va aimer un auteur plus contemporain, on peut être sûr que ces grands classiques c'est souvent aimé. Donc Europolis, ce n'est pas seulement le titre qui m'a tout de suite convaincu parce que je le trouve juste très très voilà très attirant et parfait pour notre maison d'édition. C'est en fait un grand roman de la littérature roumaine qui est quasiment mythique pour le lecteur français parce que il a été traduit dans les années 50. Mais la traduction s'est perdue. C'était un traducteur roumain, c'était publié en Roumanie. La Roumanie, elle est très francophone, donc ça avait du sens. Mais le roman n'est jamais vraiment arrivé en France et il a été passé de main à main, un peu sous le manteau ou sous cape, je ne sais pas comment est l'expression. En fait, c'est Claudio Magris qui, dans les années 80, l'a vraiment redécouvert dans son essai Danube, qu'il en a parlé comme d'une symphonie de la faim, parce que c'est un roman qui nous parle en fait du Danube, de l'embouchure du Danube. Donc on se trouve à Sulina, une petite ville douanière, une station portuaire douanière à l'embouchure du Danube. C'est pour ça que Claudio Magris était très attiré à ce roman. C'est un endroit très stratégique pour l'Europe. Donc, l'Europe, les pouvoirs européens, après la guerre de Crimée en 1856, ils ont fondé une espèce d'Union européenne avant l'heure, qui s'appelait la Commission européenne du Danube. Et c'est tous les pouvoirs qui ont participé dans cette guerre et d'autres pouvoirs qui étaient proches du Danube. Ont ensemble créé une administration pour cette embouchure du Danube pour garantir que les bateaux allaient passer, même en cas de guerre et de conflits et de problèmes, parce que tout le monde avait intérêt à ce que le blé soit transporté, un peu comme aujourd'hui pendant la guerre d'Ukraine. D'ailleurs, le delta du Danube a de nouveau pris beaucoup d'importance parce que toujours, tout le monde a l'intérêt que le blé soit transporté, même s'il y a la guerre. Ça aussi, ça m'a beaucoup intéressé dans ce roman. Et donc, Claudio Magris a parlé dans les années 80 de ce roman. Après, il y avait une émission l'année dernière, quand j'avais déjà repéré le roman. Mathias Hénard a fait une émission radio avec la traductrice du roman.
et avec Emmanuel Ruben, qui avait également repéré le roman. Donc un roman vraiment mythique qui était passé de bouche à l'oreille, mais qu'on pouvait pas vraiment lire. Et en fait, la traductrice, Gabrielle Danou, elle a traduit le roman et elle a auto-publié sur Amazon, ce qui était une chose, voilà, très engagée, mais quand même un peu terrible parce que elle s'est jamais fait relire et elle a fait tout ce qu'elle a pu. Mais on peut pas traduire, on ne peut pas vraiment traduire un roman sans se faire relire et sans un travail éditorial. Donc, le résultat n'était pas vraiment à la hauteur de ce roman, mais elle a fait une traduction beaucoup plus fidèle que l'ancienne traduction. Donc, avec Gabrielle Danou, on a décidé que ça valait vraiment la peine de travailler cette traduction qu'elle avait fait. Et on a fait ça là depuis 6 mois. On a travaillé intensement ensemble sur le texte et le résultat est vraiment magnifique. Le roman vit et respire et il est finalement disponible. Donc ce roman mythique. Et voilà, moi j'avais entendu parler de ce roman par un libraire pas moins mythique autour d'un verre le soir. Il m'a dit mais il faut que tu publies Europolis et c'est fait pour ta maison et il avait raison, je pense. Moi j'aime beaucoup ce roman. Donc, c'est l'histoire de cette petite ville à l'embouchure, Sulina, à l'embouchure du Danube, qui a été très prospère grâce à tout ce commerce qui passait par là et grâce à des magouilles aussi, beaucoup de magouilles, beaucoup de banditisme, beaucoup de choses qui sont passées derrière les yeux de la douane et beaucoup d'histoires d'amour entre les différentes nations, parce qu'il y a une administration internationale, donc il y a toutes les nationalités, il y a toutes les cultures, il y a tous les niveaux de société qui se rencontrent dans cette petite ville de manière très concentrée. Pour ça, le titre Europolis. Sauf que le Danube transporte tellement de sable de l'Europe entière, de tous les 10 pays qui traversent, qu'il faut constamment vider le fleuve, le lit du fleuve pour que les bateaux puissent encore passer. Et ça, c'est dans le roman, une grande métaphore pour le travail qu'il faut faire pour que la vie continue, en fait, pour que ça soit pas la fin. Et donc là, Sulina est en crise parce qu'il y a trop de sable, ils n'y arrivent plus. La seule lumière d'espoir, c'est que il s'annonce l'arrivée d'un des fils de la ville qui revient de l'Amérique et tout le monde pense qu'il est énormément riche et qu'il va investir et sauver la ville. Donc il s'appelle l'Américain, ou il est appelé l'Américain, et tout le monde l'attend. Et toute la ville qui était endormie se réveille et aspire à des grandes choses et tout le monde commence ses magouilles et essaye de faire l'Américain investir dans son business. Et ça, c'est déjà une sorte de fresque de cette société qui est très amusante. Et l'Américain, il arrive et en fait, il est accompagné par une jeune femme qui est métisse. Donc, c'est une époque assez raciste, c'est dans les années 30 que au début des années 30, fin des années 20, donc on est assez raciste, donc tout le monde se dit, mais c'est quoi cette fille noire? Et en plus, elle est la plus belle qu'on pourrait imaginer et elle fait tourner la tête de tous les hommes. Et c'est ça, finalement, qui bouleverse beaucoup plus la ville que l'argent qu'on pense que l'Américain aurait. Et ça fait voilà, que la ville doit se réinventer en quelque sorte, mais je ne vais pas vous divulguer tous les drames qui vont se jouer. C'est assez tragique, mais très très beau. Et avec cette métaphore du fleuve, donc c'est un roman maritime, le plus grand roman maritime de la littérature roumaine, comme on aime dire. Et il y a un vocabulaire, donc des bateaux, de la mer, c'est très très beau. Et voilà, un roman vraiment d'une grande aventure et inoubliable, cette jeune femme métisse voilà, qui se débat dans ses préjugés, dans ses jalousies, dans ses passions qui sont face à elle dans cette petite ville. Parfait.
Je pense Merci, que je Katharina. m'arrête là. Le timing est parfait. Et on vous souhaite le meilleur pour cette rentrée littéraire qui s'annonce forte en émotions. C'est moins cool. Merci Merci, beaucoup. Katharina. On va enchaîner cette soirée avec la quatrième maison d'édition qu'on connaît aussi particulièrement, qui est une habituée. C'est Emmanuel Colas aux éditions Emmanuel Colas. Emmanuel, est-ce que tu es arrivé? Je crois que oui. Oui, je suis là. Vous m'entendez? Alors, on t'entend, mais on ne te Ah, voit pardon. pas encore. Si, je suis Ah là. bah si, ça y est, c'est bon. C'est bon, parfait. Eh bien Ouais. voilà, c'est à toi. Tu as carte blanche pendant 20 minutes, Emmanuel. D'accord. D'abord, je te remercie beaucoup et je vous remercie beaucoup parce que, vous le savez, une rentrée littéraire, c'est encore un événement. Je ne sais pas comment font les autres, mais moi, je joue ma maison à chaque fois sur la maison, sur la rentrée littéraire. Donc, comme toute bonne maison d'édition indépendante. Donc, c'est quelque chose de fort, de plein d'émotions, extrêmement difficile et à la fois très heureux. Alors, dans cette rentrée, qui est pour nous une merveilleuse rentrée, nous avons la chance d'avoir réuni à la fois Anouar Ben Malek, que tu vas recevoir, vous allez recevoir dimanche, et puis Maya Thirier, je crois, la semaine suivante. Donc, moi, je vais vous présenter les textes, pourquoi je les ai publiés, ce que je ressens, mais je n'en dirai pas beaucoup plus, puisqu'après, vous aurez la chance de pouvoir échanger avec les deux auteurs. Et vraiment, merci pour cela, leur donner une place comme ça, quand on a deux textes dans la rentrée et que les deux auteurs aient leur place et ils sont totalement complémentaires. C'est vraiment très important pour nous. Alors, Anouar Ben Malek, vous le connaissez, puisque Anouar Ben Malek, nous avions publié L'amour au temps des scélérats il y a quelques années, il y a 4 ans. Et aujourd'hui, il revient avec Irina, un opéra russe. Alors, c'est un immense écrivain, puisqu'il a écrit en tant que plus d'une quinzaine de romans, quelques d'autres livres. C'est quelqu'un de confirmé et ce texte est un livre pour moi immense, sans doute aussi le texte le plus personnel d'Anouar Ben Malek, il arrive sur un terrain où on ne l'attend pas. En effet, il arrive donc, vous voyez le titre, Irina, un opéra russe. Nous allons avec lui en Russie. On pourrait se dire que c'est très étrange pour un auteur algérien, franco-algérien, et qui a plus écrit eh bien, sur l'Algérie ou sur le Proche-Orient ou sur, en fait, toutes les grandes tragédies du XXe siècle. Et c'est là le talent aussi d'Anouar, c'est d'écrire sur les grandes tragédies du XXe siècle. C'est là où il va. C'est aussi pourquoi il y va. Vous lui poserez davantage la question, mais sachez qu'il a un lien particulier avec la Russie. D'abord, il parle la langue russe parce qu'il l'a apprise. Il a vécu pendant 4 ans en Ukraine et en Russie. Il connaît très très bien, il a très bien connu l'Union soviétique et ça lui donne une énorme légitimité pour parler de tout ce dont il parle dans ce texte. Alors, avant tout, Irina, vous avez ce nom, Irina, c'est un personnage féminin incroyable qui porte une grande partie le texte. C'est une magnifique histoire d'amour entre un étudiant, un historien algérien et une jeune soprano, un jeune historien en herbe, je dirais, algérien et une jeune soprano russe. Enfin, et on verra qu'elle est plus que russe. Irina, ils se rencontrent à Leningrad devant l'Ermitage.
exactement, enfin, sur la place de l'Ermitage. Vous voyez l'Ermitage sur la couverture, voilà où on est avec la Neva. On est dans cette ambiance-là. C'est un immense roman d'amour et qui nous renvoie pour moi aux grandes histoires russes à la Tolstoï, mais c'est aussi Pouchkine n'est jamais loin. Et puis un Bulgakov aussi, vu la manière dont Anouar traite cette histoire. Euh, nous emmène encore plus loin avec une structure et une architecture un peu singulière, puisqu'en fait tout se passe, tout est construit comme un opéra. C'est un opéra russe. La musique est extrêmement présente. Elle est portée par Irina, mais elle est portée aussi par la, l'envie qu'a Walid de séduire, de convaincre Irina de vivre cette histoire d'amour. Et il nous emmène tous les deux encore plus loin, puisque Anouar a toujours des idées extraordinaires dans sa structure où on va jouer avec le temps. Donc, quand ils se rencontrent, on est dans les années 60, à la fin des années 70, on est voilà, à Leningrad, et quand on ouvre le roman, on est en 2024. Pourquoi? Parce que Walid, cette histoire va durer très longtemps, mais pendant un moment, ils vont se perdre de vue. Et en 2024, Walid est très âgé, c'est bien longtemps après, eh bien, il va avoir la possibilité d'aller en Russie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il cherche Irina. Donc, ça va nous emmener à l'autre bout de la Russie. Et j'essaie de ne pas trop vous dire parce qu'il faut vraiment que vous ayez plein de surprises dans ce texte. Donc, j'essaie de dire des choses et de ne pas les dire. C'est assez compliqué. Et par Irina et par son grand-père, on va entrer d'une autre façon. Son grand-père intéresse beaucoup Walid quand ils se rencontrent parce que son grand-père a connu l'Algérie et aussi son grand-père est très particulier. Son grand-père, le grand-père d'Irina, eh bien, il a fait partie du NKVD. Il a été envoyé, malgré lui, au Kazakhstan. Et donc, nous allons partir avec Anouar Ben Malek aussi, explorer une des grandes tragédies du XXe siècle et qu'on connaît mal parce qu'aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, on connaît l'Holoboroi, la grande famine de l'Ukraine, mais on ne sait rien du Kazakhstan. C'est encore une histoire terrible, c'est une histoire de mémoire, de pouvoir, c'est de sacrifice aussi, et donc c'est aussi là qu'il nous emmène. Alors, c'est un texte, vous l'avez compris, polyphonique, avec une structure particulière, mais on s'y embarque comme on s'embarquerait dans un grand roman russe. C'est sans doute pour moi le plus beau voyage qu'un texte m'ait offert depuis longtemps. De pouvoir publier et éditer. D'abord, nous en avons parlé de ce texte, puis je l'ai édité avec Anouar, et puis je le défends. Et c'est un texte que j'aime lire et relire. C'est un texte d'une très grande virtuosité, c'est un texte mais, euh, extrêmement fin, notamment dans tout ce que je vous disais, dans ce traitement de la question du pouvoir, du sacrifice, de la mémoire, mais toutes ces questions éminemment politiques, il les entrelace à l'intime. Le seul regret que j'ai eu, c'est de ne pas prolonger ce voyage, cette traversée de l'histoire soviétique, cette traversée aussi d'un pays, d'un espace, d'un temps, qui a d'ailleurs, de ne pas continuer à vivre et revivre cette histoire d'amour, il y a quelque chose, et d'aventure, il y a quelque chose d'un jour sans fin dans ce texte, Irina, un opéra russe, qui interroge en plus les incertitudes, je dirais, de notre temps. Et en cela, ce texte trouve pleinement sa place dans le catalogue de la maison. Je suis très heureuse, très fière de publier ce texte et je vous invite à
écouter, à discuter avec Anouar autour de son magnifique roman Irina, un opéra russe. Voilà pour le premier texte. Le deuxième texte est totalement différent, complémentaire, et à la fois il y a des choses en commun. Euh, c'est un premier roman, Maya Thirier, Sans Éden. C'est un premier roman et nous avons la chance que c'est une grande joie que Maya nous ait rejoint. Elle nous a rejoint grâce à un tissu d'amitié, de rencontres avec la maison et donc elle nous a fait confiance. Et j'en suis très très heureuse parce que c'est un premier roman dont l'approche est particulièrement originale. C'est, euh, on y entre avec délectation, mais on n'en sort pas indemne. C'est un texte très fort, puissant, très maîtrisé pour un premier roman, parce que Maya écrit depuis longtemps. Il a quelque chose de cinématographique et ce n'est pas pour rien puisque Maya s'est essayée au court-métrage de fiction et au moment où elle a commencé d'écrire ce texte, elle faisait un grand pas vers le long-métrage et puis le Covid est arrivé. Ce moment où tout le monde s'est enfermé un peu partout. Et d'ailleurs, ce texte est une histoire de huis clos, mais peut-être pas celui qu'on pense. En tout cas, a priori, c'est un huis clos qui se passe en pleine nature au moment du Covid, et c'est un moment particulier où la folie n'est jamais très loin. Euh, Nous sommes donc dans une vieille maison. Pourquoi dans cette vieille maison? Parce que Gabriel, qui est le père de Tom et qui est encore fou amoureux de la maman de Tom, Eden, euh, à la demande de son ex-femme, a emmené Tom à la campagne, dans une maison qu'elle a louée pour une semaine pour l'enfant, pour faire plaisir à l'enfant, à un moment particulier où elle ne peut pas venir puisqu'elle est infirmière et qu'elle est retenue dans les hôpitaux parisiens. Donc nous nous trouvons dans une très vieille maison. Gabriel est à la campagne. Tom est très très heureux d'aller à la campagne. C'est un enfant merveilleux qui est là, qui découvre, qui a une personnalité extraordinaire. Et cet enfant, eh ben, il est très heureux d'être là, de découvrir plein plein de choses. Il est attentif, curieux et il est très proche de son père. Gabriel, lui, il aurait préféré aller à la mer. Mais bon, il obéit, encore amoureux de sa femme, son ex-femme, il y va. Et les voilà tous les deux, seuls, dans un lieu qui leur est étranger. Imaginez la vieille maison de campagne où tout craque, le volet qui tombe, il y a des bestioles partout, on ne trouve pas la clé au moment d'entrer. Euh, Tout est compliqué. En plus, il a la manie du propre. Et donc, Gabriel se met à faire le ménage, mais c'est terrible, des sets de ménage à n'en plus finir tous les jours. Les voisins se présentent et il y a de vrais engouements pour ces rencontres extraordinaires. On est rencontré du monde au moment où on est tous enfermés un peu partout. Alors, ce sont des voisins qui sont plutôt, certains sont des locaux, mais beaucoup sont des, en fait, parisiens à la campagne, puisque c'était ça le Covid aussi. Et on est content de se rencontrer. Et puis, il apparaît tout d'un coup des revirements d'humeur d'abord de Gabriel, qui n'arrête pas de changer d'humeur, qui est très stressé là-dedans. C'est pas son milieu privilégié. Et il y a aussi que tout bouge un peu. Il a l'impression que les pots de fleurs se mettent à bouger, qu'il pose un objet à un endroit et on le retrouve à un autre. Il est très, très angoissé. Et tout ça, tout doucement, nous convainc que peut-être de la folie de Gabriel. Euh, Maya Thirier nous donne en effet une sorte d'une représentation
de la folie, mais avec beaucoup de nuances et beaucoup d'humanité. Et nous donne aussi une représentation elle met en, plutôt, elle met en scène une relation père-fils extraordinaire qui va nous tenir jusqu'au bout. Et d'ailleurs, même si l'histoire va tourner à quelque chose qui ressemble, toute la situation va nous échapper et on va se retrouver dans quelque chose qui ressemble à un thriller, qui a des airs de thriller, il n'y a jamais de prise d'otage sur l'enfant. On est vraiment dans quelque chose de très équilibré, de nuancé et de très humaniste. Ce huis clos, en fait, très vite, dans la deuxième partie, tout simplement, ils attendent, ils vivent là et ils attendent qui? Ils attendent Éden, la mère qui doit rentrer au bout venir les rejoindre pour les ramener à Paris au bout d'une semaine. Et il se trouve que Éden n'est pas arrivée. Elle ne vient pas. On ne sait pas où elle est. Et là, on bascule dans autre chose. Euh, et le huis clos n'est plus forcément celui qu'on croit. J'ai essayé encore une fois de ne pas vous dire les choses pour ne pas vous enlever le plaisir de se plonger dans ce texte et de découvrir le texte au fur et à mesure avec cette tension incroyable qui va monter de plus en plus pour arriver à son acmé. Et je ne veux rien vous dire de cela, je vous dis simplement, le huis clos n'est pas celui qu'on croit, la folie n'est pas forcé, n'est pas fou celui qu'on croit non plus. C'est un merveilleux premier roman, très très abouti, et je vous invite à, quand vous aurez le plaisir d'échanger avec Maya, de lui demander pourquoi. Elle s'est mise à écrire ce texte et en quoi cela la concerne. Ce n'est pas à moi de répondre, c'est pas plus à moi de répondre pour un noir. Et c'est ce pourquoi j'ai tourné autour de ces deux textes en vous disant tout ce que je ressentais, tout ce que j'avais envie de vous dire, mais je n'ai rien dit des textes. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Bravo Et Emmanuel, c'est bien joué. C'est très fort. C'est très fort. voilà. Donc en effet, on recevra Noir Ben Malek ce dimanche 8 septembre à 19 heures et Maya Thirier le mardi 16 septembre toujours à 19 heures. Et donc on aura des réponses Oui. sur les textes. Ok. Oui. Posez toutes les questions sur leur rapport à ces deux textes qui leur sont extrêmement personnels, sans raconter leur histoire. C'est vraiment quelque chose, on est dans une pleine fiction, mais nourrie pleinement de tout ce que peut être un auteur par rapport à son personnage, par rapport à ses envies, par rapport à tout ce qu'il a à faire. C'est de la très grande fiction, l'un et l'autre, et c'est ça qu'on aime. Voilà. Merci beaucoup. Merci, merci Merci à Emmanuel. vous, merci d'être tous là, merci de nous accompagner. C'est très important pour les auteurs et c'est très important pour nous. Merci infiniment. Bonne soirée. Merci Emmanuel. Merci. Et on va continuer notre soirée avec les éditions de l'Observatoire avec Laurent Nunez, directeur littéraire de la maison. Je crois vous avoir vu, Laurent. Exactement. Bonsoir à tous. Bonsoir, Laurent. Vous avez carte blanche pendant 20 minutes avec les éditions de l'Observatoire, une grande rentrée littéraire aussi. Oui, oui, merci. Merci de m'accueillir. Je suis moi-même actuellement dans un endroit très étrange puisque nous faisons la soirée d'inauguration, enfin la soirée de lancement du nouveau roman de Karine Silla. Et donc, voilà, je me suis planqué. Donc, ce n'est pas chez moi, c'est un bar absolument exceptionnel, mais voilà, ils m'ont permis de me cacher. Et j'espère que vous n'entendrez pas trop vous entendrez pas trop la musique. Euh, je vais vous parler. Cette rentrée de l'Observatoire, on l'a voulu follement riche. C'est-à-dire, riche pour nous, c'est qu'on a mis 5 romans. 5 romans et 2 essais littéraires d'Emmanuel Godot et de François Taillandier qui sortent le 10 septembre. Et dans les 5 romans, je vous en parlais de trois en particulier, bah, qui sont sortis le 20 août. Le premier, c'est donc en effet le troisième roman de Karine Silla qui s'appelle 20 ans. Euh, et qui est un roman absolument, il faut lire voilà, la bande, à l'âge où tout est possible, tout peut être détruit. Euh, L'idée, c'est simple et Karine l'a vécu dans sa chair suffisamment. Quand elle avait 20 ans, Karine Silla a vécu une folle histoire d'amour avec un acteur des Amandiers,
si vous connaissez le film, voilà, vous reconnaîtrez, qui était hyper talentueux, euh, mais aussi hyper accro à plusieurs drogues. Et elle raconte, ça pose la question de comment ça se fait qu'on tombe amoureux des bad boys aussi souvent, car il n'a rien la force à aller dans les bras de types comme ça. Et à 20 ans, elle comprend très vite que si elle continue comme ça avec lui, qui lui fait faire des choses absolument catastrophiques, comme transporter en fait, de la drogue jusqu'en Amérique. Et là, vraiment, elle comprend qu'elle peut en prendre pour plusieurs dizaines d'années, peut-être pour 20 ans de prison. Et elle arrive à se séparer de lui grâce à quelque chose de vain, de ridicule, d'inutile dans nos sociétés, c'est un fait divers. Et ça, j'aime beaucoup cette idée-là. Elle regarde à la télé et elle voit, ça peut-être vous rappeler quelque chose, avoir une femme qui fait un hold-up avec son copain. Il tue un flic. Hélas, les flics tuent cet homme et reste cette fille qui est là, qui va aller en prison, qui en plus est enceinte. Elle va aller en prison et elle va prendre toute la culpabilité de ce hold-up. Et Karine, tout d'un coup, comprend en regardant la télé que ce fait divers si différent d'elle, qui normalement, vous savez, Bourdieu dit les faits divers, ça sert à faire diversion. Normalement, ça sert à rien. C'est pas politique, c'est rien du tout. Et bien, elle comprend que ce fait divers, ça la met juste en présence de son futur, qu'elle va finir comme ça, elle aussi, si elle continue avec lui. Et donc, elle se sépare de ce type, il va lui arriver plusieurs choses assez malheureuses. Et là, je vous ai à peine raconté les 30 premières pages. Parce que ce qui est très beau, c'est que Karine, 10 ans après, va faire un truc fou, qui est d'essayer de retrouver cette femme. Retrouver cette femme en prison. Et alors, pour lui dire quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire à une inconnue qui ne vous connaît pas, qui est en prison pour hold-up? Qu'est-ce que vous voulez dire? Merci. Merci de tes erreurs. Grâce à toi, tu vas sauver la vie. Donc, c'est impossible. Mais ben, elle va retrouver cette femme. Karine va devenir visiteuse de prison. Et elle va retrouver cette femme. Elle va essayer d'avoir un dialogue avec elle. Voilà. Donc, 20 ans, c'est ça. C'est ce livre-là, un livre de deux vies, de deux filles de 20 ans qui se sont jamais croisées et qui pourtant ont des destins complètement entrelacés. Voilà. Donc, je suis très, très content de ce livre parce qu'on sent clairement qu'il sort des tripes hein, de Karine, qu'elle voulait le raconter depuis très, très longtemps. Et voilà, donc ça, c'est l'un des livres de cette rentrée littéraire disponible en librairie depuis le 20 août. Euh, j'ai encore le temps, bien sûr, je ne vais même pas regarder. Oui, largement. Parfait. Euh, je vous parle, l'autre livre qui me tient à cœur, c'est ce qui est bien quand on fait la rentrée littéraire, c'est qu'on peut essayer de s'amuser à même nous-mêmes à sortir de nos plates-bandes. Nous, on publie Abel Quentin, on publie Gaspard Koenig, on publie Marie Charelle, on publie Claire Marin. Et là, on a trouvé un roman absolument génial. Le pitch est facile, c'est Roméo et Juliette en Corée du Nord. Voilà. C'est un livre de Nicolas Godemet, voilà, qui s'appelle Nous n'avons rien à envier au reste du monde. Et c'est un livre, je trouve, parfait, notamment pour donner envie aux jeunes de lire. Parce qu'en fait, c'est très simple, c'est vraiment Roméo et Juliette, ça suit la trame de Roméo et Juliette, mais en Corée du Nord. Et ça, c'est fou parce qu'en Corée du Nord, vous savez que de toute façon, on n'a pas le droit d'y entrer. Là, c'est fermé actuellement. On peut rien, on ne connaît pas. Et Nicolas Godemet, il a réussi un jour à passer 4 jours là-bas avec un ami sous haute surveillance. C'était juste avant le Covid. Et il m'a raconté le nombre de fois, il m'a raconté ces choses absolument incroyables. Par exemple, donc, il me dit que quand on y va, du coup, on est deux et on a deux gardiens qui nous suivent nuit et jour là-bas en Corée du Nord, et ils ne nous suivent pas pour nous surveiller. Ils nous suivent nuit et jour pour se surveiller l'un l'autre, pour vérifier que chacun des guides ne dit pas trop de trucs impossibles, interdits aux deux occidentaux. Et donc, il va raconter dans ce livre ce qui se passe en Corée du Nord. Ce qui se passe, c'est un sorte de lavage de cerveau. Vous savez, par exemple, tous les gamins, tous les jours à l'école, apprennent des phrases par cœur. Des phrases qui leur rappellent que c'est leur pays le meilleur et non pas la Chine, qui est le grand ennemi, ou l'Occident et tout. Et le titre lui-même est une des phrases que les enfants doivent apprendre par cœur. Nous n'avons rien à envier au reste du monde. Et d'ailleurs, chaque chapitre, eh ben, c'est ces mantras-là
de lavage de cerveau qu'on fait apprendre aux enfants. Et donc, c'est dans ce roman met en scène un homme, une femme, qui sont tous les deux lycéens, très jeunes. Ils ne peuvent pas sortir ensemble car il ne faut pas partie vraiment du même groupe social. Très clairement, la fille fait partie des hauts dignitaires de la Corée, l'autre est un simple paysan, c'est-à-dire que vraiment, vraiment, et les relations hors mariage sont complètement interdites là-bas, si même s'il la regarde, il peut être condamné à mort. Voilà. Et le livre commence par une exécution. Et ben, ils vont quand même essayer de tomber amoureux et essayer voilà, de s'échapper de ce lieu qui est complètement dingue. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est une histoire d'amour. C'est très proche de Roméo et Juliette, donc moi j'aime beaucoup cette notion d'intertextualité, de voir, on peut voir ce qui se passe, ce qui a changé et tout. Et puis on découvre la Corée du Nord d'un point de vue absolument fou. Par exemple, je découvre que là-bas, chaque semaine, pour commencer la semaine, il faut peut-être faire ça en France, ce serait drôle. Pour commencer la semaine, chaque élève doit dénoncer un petit peu un de ses camarades, doit dire ce que l'autre a mal fait la semaine dernière. Et évidemment, les gamins, quand ils sont pas bêtes, ils se mettent d'accord le dimanche soir pour dire ce qu'on va avouer de l'autre, pour pas avoir une punition trop forte, sinon l'autre se vend la semaine d'après, et évidemment, et vous pourrit la semaine. Donc, plein de petits trucs comme ça, un usage complètement fou de la drogue, ça j'ignorais, vraiment une sorte de drogue qui se fume pour oublier la dictature, très, 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 très clairement. Voilà. C'est un roman assez court qui va faire un peu moins de 200 pages, très beau, qui rencontre un très très beau succès là dans les blogs, absolument, absolument incroyable. Je découvre sur Instagram le nombre de blogueurs qui aiment ce roman. Voilà, c'est le deuxième texte que je voulais vous présenter de cette rentrée littéraire. Le troisième roman que je voulais vous présenter, c'est notre premier roman. On essaye voilà, juste de faire un roman, voilà, ce qui s'appelle L'âme de fond de Julia Clavel, un premier roman qui me permet vraiment de travailler dessus et de le présenter bien aux libraires et aux journalistes. Julia Clavel, elle a une fonction assez simple dans la vie. Elle était conseillère spéciale du président et du Premier ministre, poste qu'ils avaient créé pour elle pendant le Covid. Voilà. Et elle crée un premier roman sur cette crise, sur une crise. Il y a une crise sanitaire en France, mais c'est une crise qui touche la santé mentale. Voilà. Et ça, je trouve ça extrêmement important cette année où enfin la santé mentale voudrait être autant mise en avant par le gouvernement. Quand on voit encore le nombre de jeunes qui sont en dépression, qui ont des grands problèmes, quand on voit les problèmes, le manque de psy, etc. C'est un livre sur ça. L'idée est simple. On suit une psy avec plusieurs de ses patients. Du coup, voilà, si vous aimez voilà, les séries avec des psys, comme en thérapie ou quoi, voilà, chaque chapitre fonctionne comme ça. On suit à chaque fois un patient. Et la psy va lentement découvrir que ces patients, mais alors, il y a un truc très simple, ils meurent. Voilà. Mais ils meurent comme ça, ils sont bien, ils sont en pleine forme, ils ne se suicident pas. Hein. Ils meurent comme ça du jour au lendemain. Et lentement va apparaître dans le livre une maladie. C'est un livre d'anticipation qui se passe juste l'an prochain, presque. Imaginez un monde où enfin on est obligé de prendre la santé mentale au sérieux parce que vraiment, quand ça ne va pas, quand, quand l'esprit trouve qu'il n'a pas la vie qui convient, quand il y a un décrochage incroyable entre ce qu'on voudrait et ce qu'on a, eh ben, le cœur s'arrête de battre. Voilà. Et ça, c'est le sujet de ce livre que je trouve très fort. Nous, on sait depuis longtemps hein, que la santé mentale, ça touche le corps aussi, que ça touche la santé. Et bien là, elle a juste accéléré, elle a juste augmenté le dosage. Et voilà, là, c'est un vrai livre sur la santé mentale qui tue. Voilà. Si on ne prend pas au sérieux, s'il y a quelque chose qui nuit démesurément, c'est pas la peine de prendre un médicament, rien, le cœur s'arrête de battre. Voilà. Et donc, L'âme de fond raconte cette enquête-là et ce que va faire le gouvernement pour arriver à sortir de cette crise. C'est un premier roman que je trouve vraiment très clair, très beau. Un, évidemment, comme elle connaît tout Matignon, tout l'Élysée, la crise vraiment nationale est très bien faite. Et puis, vraiment, évidemment, je pense qu'elle connaît très bien les psychologues. Voilà, on suit ces personnes-là, à la fois une crise nationale et puis les destins des différents patients. Moi, ça m'a beaucoup rappelé un livre de Leslie Kaplan qui s'appelle Le Psychanalyste, que j'aimais beaucoup. Bah, voilà, moi, j'ai toujours aimé ces cas comme ça, les cas psychanalytiques qu'on explore avec les écrivains. Ouais. J'ai quoi? J'ai 2 minutes encore? Ouais, vous avez encore quelques minutes, Laurent. Allez-y.
Bon, alors dans ce cas, pour ça, voilà, c'est notre rentrée de d'août. On est actuellement déjà en train de travailler sur la rentrée de janvier. Euh, je peux vous offrir quelques scoops, mais il y en a deux que moi j'aime beaucoup. On aura le nouveau roman de Gaspard Koenig. Et ça, on en est très, très fiers. Et Gaspard, vous savez, voilà, il a décidé avec Humus. Humus, c'est là, on vient de dépasser les 110 000 exemplaires. GFK, c'est un livre incroyable sur, bah, vous l'avez vu, hein, sur les vers de terre, sur ce qu'on est finalement, sur tu es poussière, tu retourneras poussière, sur ces deux types qui décident de sauver le monde d'un point de vue écologique en cultivant des lombriques. Voilà. Et ben, Gaspard essaie de faire des romans à chaque fois sur les quatre éléments. Il a fini La Terre, c'est fait. D'ailleurs, il fait à chaque fois un roman et ensuite un essai. Il a fait Humus et quelques mois après, il a sorti Agrophilosophie en librairie. Cette fois, il fait l'eau. Et donc, le livre s'appelle tout simplement Aqua. Voilà. Et c'est une sorte de Manon des sources version actuelle. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, mais c'est fascinant. C'est sur ce bien commun qu'est l'eau, dans un petit village. Voilà. Et ça sort voilà, tout début janvier. On en est très, très fiers. Et puis, on aura un premier roman. Je suis en train de le finir avec lui. Et c'est passionnant parce que je rigole beaucoup. Le premier roman de Félix Moati, voilà, qui est l'acteur que si vous avez vu LOL ou Mikado très récemment au cinéma, qui est formidable, mais vous le verrez encore plus parce que dès novembre, il sera sur France 2 où il va jouer dans une mini-série sur les événements du Bataclan. Bah, voilà, Félix, il sort un livre merveilleux, très drôle. Euh, je le pitch sur une phrase entre Woody Allen pour vraiment et Romain Gary pour l'humour juif. Voilà, ça s'appelle Voir clair et ce sera un premier roman extrêmement drôle sur un type qui se plaint d'avoir eu un père qui ne parlait que de politique, alors qu'il y a des choses beaucoup plus intéressantes dans la vie. C'est très très drôle, les dialogues sont vraiment incroyables. Voilà, c'est notre rentrée de janvier qu'on est en train de préparer. Eh bien, c'est parfait, Laurent. Merci infiniment pour Merci à votre vous. temps. Et alors, fêtez bien ça apparemment avec le lancement de ce livre-là. Donc, Merci à vous. Je retourne boire ma coupe de champagne. Merci à tous. Passez une bonne merci, soirée. Laurent. À bientôt. Au revoir. Et on va donc continuer cette soirée avec la dernière maison d'édition présentée ce soir. Ce sont les éditions Zoé qu'on connaît aussi particulièrement bien. C'est Yannick Stiasny qui est là ce soir, éditeur dans la maison. Est-ce que vous êtes là, Yannick? Oui, bonsoir Anthony, je suis là. Eh bien, bonsoir. C'est à vous pour 20 minutes de présentation de cette rentrée. Super. Eh ben, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là pour m'écouter parler des prochaines parutions de la maison qui sortiront, pardon, des prochaines parutions, des parutions qui viennent de sortir fin août et puis début septembre, c'est-à-dire juste aujourd'hui, pour le dernier livre dont je vais parler. Je vais commencer avec La bibliothèque retrouvée de Vanessa de Senarclan, une enquête. C'est un livre qui est assez étonnant entre un récit et une enquête, justement, avec une fibre romanesque qui permet de glisser dans l'histoire de ce livre. Vraiment surprenant. Vanessa de Senarclan, l'autrice, est d'origine genevoise et elle habite à Berlin depuis plusieurs dizaines d'années. Elle enseigne à l'université von Humboldt et elle est spécialiste du XVIIIe siècle. Et il a une particularité, c'est que dans son bureau trône depuis un moment un meuble, un catalogue de bibliothèque. Un catalogue au sens une espèce de tour un petit peu de guingois, pleine de tiroirs. Et dans ces tiroirs, il y a 16 000 fiches manuscrites. Chaque fiche renvoie à un livre. Et sur chacune de ces fiches, il y a des notes, des liens entre les livres les uns et les autres, un peu comme Internet avant la lettre, puisque ces fiches datent de plus de 100 ans. Et elles font toutes référence au contenu d'une bibliothèque, la fameuse bibliothèque retrouvée, qui au début de l'histoire au début de cette enquête, eh bien, n'est plus là, n'est plus entre les mains de la famille de Vanessa Tsarklan. En l'occurrence, ce catalogue affiche, elle l'a hérité de ses beaux-parents, qui viennent de l'aristocratie allemande. Ce catalogue, elle l'a sauvé, il servait de meuble pour soutenir le téléphone chez ses beaux-parents. Et puis, elle, la première, a décidé de se pencher sur ce catalogue et de partir à la recherche des livres perdus.
En tant qu'historienne, en tant que lectrice, elle va s'intéresser à retrouver l'histoire de cette bibliothèque qui commence au XVIIIe siècle en Poméranie. La Poméranie, c'est actuellement la Pologne, mais à l'époque, c'était l'Allemagne, les confins est-allemands. Et sous Frédéric II de Prusse, c'était une région très francophile, vraiment au cœur des Lumières. Et dans le sillage du règne de Frédéric II, eh bien, la famille du mari de Vanessa de Senarclan, qui avait un château, a commencé à constituer une bibliothèque. C'est une fameuse bibliothèque dans un château, de Platée en l'occurrence, et à y accumuler eh bien, des livres de toutes sortes, du Voltaire, des incunables, des manuscrits absolument fantastiques. Et donc, Vanessa, à travers les fiches du catalogue qu'elle a à disposition, va faire l'histoire de cette bibliothèque à travers les générations, comment elle va petit à petit évoluer, devenir un peu plus célèbre aussi, se moderniser, jusqu'à au début du XXe siècle, en 1945, où en fait elle disparaît. Elle disparaît parce que l'armée rouge arrive sur le territoire pour libérer l'Allemagne et disperse le contenu de la bibliothèque. Ce qui est assez joli dans cette histoire, c'est que cette bibliothèque, elle est pas perdue, elle est retrouvée, puisque au fil du récit de Vanessa de Sénarclan, eh bien, on va retrouver la trace d'un certain nombre de volumes qui ont été éparpillés dans différents pays, en Pologne, en Allemagne, parfois plus loin. Il va y avoir des lecteurs et lectrices anonymes qui vont lui renvoyer des exemplaires qui ont transité pendant des décennies, on ne sait pas trop où, et qui ressurgissent tout d'un coup. Et puis, elle met en scène cette enquête-là avec un humour, et on sent, je pense, sa grande admiration de Voltaire avec ça, un humour et une malice aussi érudite qui font qu'on apprend plein de choses à travers ce livre. On apprend beaucoup de choses sur l'histoire européenne. euh, Au tournant des Lumières et puis dans les siècles qui suivent, on apprend aussi beaucoup de choses sur l'art de l'histoire et puis sur des trésors que recèle cette bibliothèque. Quelques exemples assez amusants. Alors, il y a des livres d'Ovide, il y a des œuvres complètes de Voltaire de 1756, donc publiées de son vivant. Et puis, il y a des choses comme Guigui ou Le Saucisson, histoire japonaise, paru à Canton en 1756. Et donc, voilà, on oscille de choses passionnantes à des choses drôles, avec le regard toujours sagace de Vanessa. Et puis, au fur et à mesure de l'histoire, eh bien, on retrouve la trace de la grande partie de cette bibliothèque. Et à travers cette histoire, je pense que c'est aussi un conte assez réconfortant aussi dans l'époque actuelle sur la résilience des livres et sur le fait que les livres convoitent avec eux ou permettent de faire perdurer une forme d'ouverture, de tolérance. Il y a des scènes aussi très touchantes et je finirai là-dessus, je pense, pour ce livre. C'est au détour d'une bibliothèque en Pologne, justement, où Vanessa enquête sur les traces d'un livre de la bibliothèque en question. Elle retrouve des volumes qui appartenaient à cette bibliothèque, elle ouvre les pages et puis elle tombe sur des fleurs séchées qui avaient été mises là 3 siècles plus tôt par une des ancêtres de la famille. Et elle referme tout de suite le volume en se disant, pourvu que personne d'autre ne vienne fourrer son nez dans cette espèce d'instantané tellement délicat, euh, en tout cas pas pour les 3 prochains siècles à venir. Voilà, la bibliothèque retrouvée, une enquête de Vanessa de Senarclan, euh, une fable sur la résilience des livres, et puis une enquête assez originale sur une bibliothèque qu'on pensait perdue, mais qu'on retrouve finalement. Je vais passer au deuxième livre de notre rentrée, qui est déjà paru aussi, La petite zone avec de la lumière de Sébastien Ménestrier. Sébastien Ménestrier, c'est un auteur d'origine byzantine de Besançon, qu'on suit déjà depuis 2 romans avant celui-ci. Vous avez peut-être entendu parler du Chant de Shiloh ou de Où la chanson va. Auparavant, il a été publié notamment chez Gallimard. Et dans La petite zone avec de la lumière, euh, il parle d'un narrateur qui revient dans la plaine. C'est l'expression qu'il utilise pour parler d'une expérience qu'il a traversée. Pendant un moment, il s'est senti
plus en adéquation avec la société, son cœur battait trop vite, ce sont ses mots, et il a décidé de se faire interner dans une maison de repos pour se soigner. Et quand il en sort, eh bien, il doit se reconstruire. Pour ça, il y a plusieurs champs possibles. D'une part, par le travail. Le narrateur va travailler auprès d'enfants dans une école et accompagner notamment le petit Thomas, qui est un enfant qui a des problèmes d'attention. Et donc, ce narrateur, qui est lui-même fragile, va devoir se mettre au rythme de Thomas. Tout ça est fait de façon très fine et très subtile grâce à l'écriture de Sébastien Ménestrier qui est d'apparence fragile, mais qui, en très peu de mots, donne vraiment de puissants ressentis. Donc il y a ce travail qui va permettre au narrateur de se réancrer dans la société. Il y a aussi le collectif, parce que l'histoire se passe entre 2018 et 2019, c'est l'époque des Gilets jaunes. Et le narrateur va descendre dans la rue avec eux. Non pas comme un militant à proprement parler, mais pour se nourrir de cette force du collectif, comme si ça lui permettait de s'adosser à quelque chose de plus solide pour se reconstruire, pour se reconstituer. Il va notamment écrire des discours pour les mouvements, pour les manifestations. Il va les vivre de l'intérieur. Il va aussi sentir le danger auquel les manifestants sont confrontés. Et avec ça, c'est autant de façons pour lui de regoûter à une forme de vie, de se sentir vivant. Et puis, il y a une autre chose très importante pour le narrateur, c'est la famille, à travers deux femmes fortes. D'une part, sa mère, qui a été toute sa vie une battante, une entrepreneuse qui a fait fortune, en l'occurrence dans les cosmétiques, et pour laquelle le narrateur a toujours été non pas l'enfant fragile, mais l'enfant rêveur. Et il y a donc cette mère, et à côté, il y a la sœur du narrateur, qui s'appelle Anouk, qui est elle aussi une battante, qui est chirurgienne, qui est une croqueuse de femmes, et qui, à un moment donné du roman, va avoir un accident très grave en moto. Et en fait, on va assister à travers les yeux du narrateur à un rééquilibrage ou à un réajustement du mobile familial où tout d'un coup, les figures fortes deviennent peut-être celles qui ont besoin d'assistance, qui ont peut-être besoin d'accompagnement. Et donc, c'est un truc que fait Sébastien Ménestri avec vraiment de la virtuosité, c'est de parler de quelqu'un qui se reconstruit, de quelqu'un qui est fragile, mais qui va endosser un rôle différent. Et comment tous ces personnages, en gravitant les uns autour des autres, vont pouvoir retrouver un équilibre. Et puis une dernière chose qui est assez marquante et originale dans ce roman, c'est que Bastien, le narrateur, écrit. À la fin de chaque journée, il se met à une table, il reste debout parce qu'il a peur de ne pas y arriver s'il s'assied, et puis il écrit des petites nouvelles qui vont s'intégrer et se fondre avec la trame du roman. Moi, j'ai trouvé que ces textes étaient assez forts, tous, chacun dans leur genre, originaux, et puis qu'ils révélaient une facette de la personnalité du narrateur à laquelle on n'a pas accès dans la narration du roman. Sébastien Ménestri est musicien, il est pianiste, et je trouve que son écriture, elle infuse de ça, de cette musicalité, d'une forme de musicalité peut-être jazzée, c'est-à-dire qu'il joue avec le rythme des phrases, qu'il joue avec le choix des mots, ce qui donne l'air de rien, une originalité et un rythme très intéressant. Et puis ce jeu sur les nouvelles qui interviennent au sein de l'histoire. Ça m'a fait penser un peu à ces biopics musicaux que personnellement j'adore, où on suit la trajectoire d'une figure, d'un personnage, et puis régulièrement on a des chansons, des compositions de cette personne, de ce musicien, qui viennent enrichir et puis nuancer le récit principal. Je trouve qu'on a un peu ce même effet avec les nouvelles qui rythment le roman. Donc voilà, la petite zone avec de la lumière de Sébastien Ménistrier, ce roman de reconstruction, de famille, euh, qui est assez court et puis qui en même temps esquisse énormément de thématiques euh, pour donner un portrait très en profondeur, très nuancé de ce personnage. Donc voilà pour nos deux romans francophones. Et puis je terminerai avec un livre qui est sorti aujourd'hui,
qui est notre livre de notre nouveauté de littérature traduite, Teju Cole Vibrato, traduit de l'anglais par le brillant Serge Chauvin. Teju Cole, c'est un intellectuel américain, mais d'origine nigériane, qui enseigne à Harvard, dans le Massachusetts, et qui est une de ces personnes brillantes dans tous les domaines auxquels il s'intéresse. Il est photographe, par ailleurs, il expose dans différents pays, il est historien de l'art, il est romancier. Vous avez peut-être entendu parler de son Open City, qui a paru en 2012 chez De Noël et qui a été traduit dans de nombreuses langues, qui a eu énormément de succès. Et puis, il a écrit pour des grands et prestigieux médias américains, notamment le New York Times Magazine, le New Yorker ou Granta. Et c'est rien de moins qu'un des écrivains les plus talentueux de sa génération d'après Salman Rushdie. C'est un auteur qui donc est vraiment un intellectuel de premier plan aux États-Unis et dans le monde anglo-saxon, qui mérite vraiment d'être davantage découvert en francophonie. Nous, on a publié chez Zoé, il y a maintenant 2 ans, un ouvrage où Teju Cole dialoguait avec James Baldwin à travers 2 textes qui parlent de racisme et de regard portés sur les Noirs. C'est un ouvrage qui s'appelle Le Cœur Bad et qui met donc en regard James Baldwin et Teju Cole. Alors, pour revenir à Vibrato maintenant, Vibrato, c'est le journal de bord d'un double de Teju Cole qui s'appelle Tunde. Tunde, il est enseignant à l'université, il enseigne l'histoire de l'art en l'occurrence, et puis on y suit dans ce roman son quotidien quelques mois durant. Alors ça va de ses cours à l'université, ses lectures, ce qu'il écoute comme musique, ses errands sur YouTube, à l'ultra quotidien, les micro-réglages de la vie conjugale quand il s'agit de trouver les compromis pour que le couple fonctionne, ou bien les soirées entre amis, les discussions, les voyages. Et la vie quotidienne pour une personne noire comme Tunde, c'est aussi le racisme ordinaire. Par exemple, quand il va à la bibliothèque et puis qu'il se fait éconduire parce qu'on se demande ce qu'une personne comme lui peut bien faire ici, ou quand il souhaite prendre une photo d'une haie privée pour une future exposition et puis qu'on le chasse carrément parce que on se demande ce qu'il est en train de tramer. Et c'est une question qui préoccupe beaucoup Tunde et c'est une question qui, même au-delà, est un de ses sujets de travail universitaire. C'est celle du regard, notamment le regard sur les personnes et sur l'art. Euh, En particulier le regard occidental avec ses préjugés. Il donne un exemple assez parlant. Un jour, il se retrouve à chiner un masque africain et dans une brocante et on lui fait comprendre que ce masque a beaucoup de valeur parce qu'il est authentique. Sous-entendu, il a été volé par les colons à une civilisation africaine. Et Tunde se pose la question, pourquoi ce masque qui est presque illégitimement entre mes mains aurait plus de valeur qu'un masque qui aurait été construit par un artisan pour un touriste dans un contexte pacifique? Et c'est une question qui va irriguer tout ce roman, cette question du regard sur l'art et notamment sur la violence qui infuse derrière l'histoire de l'art. On va assister à une conférence que donne Tunde assez passionnante sur l'art spolié, que ça soit l'art spolié par les nazis en Europe ou alors les trésors de la civilisation du Bénin, par exemple, qui ont été pillés par les Britanniques. Euh, Tunde, avec ces questions dont il parle, qu'il partage avec nous, eh bien, ce sont des choses qui sont lourdes, qui l'habitent, mais qui alourdissent aussi sa vie. Et il trouve une bouffée d'oxygène fantastique à travers un autre art qu'on a même choisi pour le titre, c'est la musique, en clin d'œil. Pour lui, la musique, c'est un moyen de mettre son cerveau sur off et puis de laisser le corps et l'émotion prendre le relais. Et il y a des pages absolument lumineuses sur la musique de toutes sortes. Il y a du Coltrane, il y a du Jean-Sébastien Bach, il y a des musiciens maliens aussi. Et il y a une façon et une aisance pour parler de la musique
qui fait qu'on la ressent à travers les pages de Teju Cole. Euh, il y a un moment donné où il parle d'un concert de musiciens maliens auquel il assiste et il parle de la musique comme d'une cascade dans laquelle il va s'immerger euh, et puis de la foule des spectateurs qui est comme une mer dans laquelle il plonge. Enfin, il y a quelque chose de très très corporel et de très visuel qui vient complètement enfin, donner vraiment une bouffée d'oxygène à travers les réflexions qu'il a par ailleurs, mais qui sont très enrichissantes aussi. Et je pense que c'est ça qui est la force de ce roman et qui en fait son côté génial, c'est que tout est intéressant, tout est passionnant, tout est surprenant et très limpide dans la façon que Tejo Cole a de raconter les choses, qu'on soit dans l'ultra quotidien ou qu'on soit dans les grandes questions, les grandes thématiques artistiques, intellectuelles. Il a une façon d'aborder les choses et de faire des liens qui fait qu'on le suit sans peine à travers son fil de pensée. Je finirai sur une anecdote que je trouve assez amusante et représentative. Quand le livre a paru en anglais, Teju Cole étant ce qu'il est, il a eu tous les journalistes qui sont venus l'interviewer, qui sont venus de New York, etc., notamment le New York Times. Et le journaliste qui l'a interviewé du Times raconte que au moment de commencer l'interview, Teju Cole s'est approché de lui, lui a pris ses lunettes, les a essuyées et lui a rendu les lunettes en lui disant, voilà, maintenant ça va être un tout nouveau monde qui va s'offrir à vous. Et je pense que c'est cet effet-là que fait Vibrato quand on le lit, l'impression de regarder le monde et de le redécouvrir avec un regard neuf. Eh bien, parfait. Merci infiniment, Yannick. Merci, merci pour cette. Alors, c'était un petit peu présomptueux, mine de rien, de Teju Cole, non? T'es présomptueux dans quel sens? De voir le monde différemment après avoir s'être entretenu avec le journaliste, non? C'était ça? Ah ben, ce que je trouve bien, alors peut-être que je l'ai mal rendu, mais c'est que dans la façon que le journaliste le rend, il y a quelque chose de généreux et d'humble. Et je pense que c'est aussi ça qu'on ressent dans le roman, c'est que c'est quelqu'un qui reste humble, qui reste modeste et qui parvient à nous faire découvrir et réfléchir à tout ça. Ça, je pense que c'est pas donné à n'importe qui, justement, de rester humble au service de la personne qui lit pour qu'on puisse se faire notre propre réflexion. De la guider, plutôt la servir la lecture sans la guider. Je crois que c'est aussi une citation ou du Guardian, ce Ferrer. Ben, c'est parfait. Merci pour toutes ces informations et ces belles images. Merci à tous les éditeurs et éditrices présentes, évidemment aux lecteurs, puisque vous allez faire vivre la rentrée littéraire à votre tour. Et on se retrouve donc dimanche pour le début des festivités avec les auteurs en question dont on a parlé ce soir. Et dimanche, on commence donc avec Anouar Ben Malek et lundi avec Thibaut Dalman au tripode. Merci infiniment à tous, une très belle soirée à vous tous et donc une très belle rentrée pour tous ces livres-là. Au revoir tout le monde.